Du coup, aujourd'hui on est là pour du thé. Du coup, on parlera essentiellement de thé japonais. Et aujourd'hui, il s'agit d'un atelier un petit peu général sur les thés japonais. Donc, on ne va pas traiter une seule famille, on va tracer un petit peu un certain nombre de Bonjour. Bonjour. Excusez-moi du retard. Pas de soucis. Parfait. Je peux vous demander juste de donner un tour de clé sur le verrou du haut, s'il vous plaît. On ne soit pas dérangé. Merci beaucoup. Et ben voilà, on est au courant. Posez vos affaires, il n'y a pas de problème. Donc on était juste en train de dire qu'on avait fait un atelier sur le thé vert japonais. Vous n'avez pas manqué grand-chose pour la Bienvenue, du coup. Merci. Donc, moi, c'est Dieu du thé. Lui, c'est apprenti Dieu du thé. Bientôt l'oreille. Voilà. Ah oui. Sinon, c'est Amaury. Floriane. Floriane. Estelle. Estelle, enchantée. Oui. Noélie. Sylvie. Sylvie, enchantée. Sylvie. Marion. Marion. Vincent. Vincent. Anne. Et Anne. Je vais pas m'en souvenir. C'est pas grave. Et apprenti Dieu du thé. Michael, pour les intimes. Donc, comme à chaque atelier, on va faire un petit rappel un petit peu sur l'histoire pour resituer de quand date le thé au Japon et puis un petit peu comment c'est venu à eux ce goût du thé. L'histoire des thés japonais est assez courte par rapport à celle des thés chinois, donc on ne va pas forcément aller dans le détail, sachant que l'histoire du thé japonais parle essentiellement de matcha. Et c'est pas un thé qu'on abordera aujourd'hui parce que c'est assez compliqué, ça prend énormément de temps. Du coup, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va tracer un certain nombre de choses. Donc j'en ai apporté plein. On ne va pas tous les goûter parce que sinon on va être complètement gavé à la fin de la journée, mais surtout on va goûter des choses assez différentes. Donc, il y a du genmaicha, du kukicha, et on va avoir du sencha qui est prévu, ojicha, et le dernier, ça sera du gyokuro. Voilà. Donc, j'ai sorti un petit peu de matériel aussi pour vous expliquer comment ça fonctionne usuellement au Japon. On va peut-être pas pouvoir tout utiliser, donc celle-ci typiquement on ne pourra pas l'utiliser parce qu'elle fait quand même 2,5 litres. Et à moins d'avoir un seau d'eau chaude sous la main, ça va être compliqué à utiliser. Voilà. Parce que sinon le thé il va être carbonisé le temps qu'on arrive à verser. C'est délicat. Qu'est-ce que vous savez des thés japonais du coup? Il n'y a pas grand chose pour moi. Exactement, c'est principalement des thés verts. Bravo, bravo. Merveilleux, excellent. Pas du tout entendu Michael sur des choses. On n'a Je rien vais trop entendu participer comme ça. du tout. Ah, c'est ça, voilà, on ne jettera rien dessus. C'est bon. Enfin, en tout cas, on essaie. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Mais ça sent la triche. On a des points si on nous répond bien, c'est ça à la fin. On est une image. C'est iodé, ça un petit peu. Moi j'ai l'impression. Non mais d'un climat assez humide et qui a forcément une incidence sur le type de thé par rapport à la Chine. Oui, oui. Effectivement l'iode, ça vient qui me viennent à l'idée. Iode, effectivement. Donc, si on commence quelque part, on a le Japon. Donc, le Japon, c'est une île, enfin, c'est plusieurs îles en réalité, et c'est surtout que c'est un territoire relativement petit par rapport à d'autres régions comme la Chine, où on va avoir des énormes territoires de production de thé. Donc, ça ne veut pas dire que le Japon est en reste en termes de quantité de production, hein, c'est quand même un des producteurs les plus importants au monde. Par contre, 90% de leur production est consommée sur place. Ah oui. Ouais. Donc ils exportent très très peu, soit on a quelques petits produits qualitatifs ou non qualitatifs qui sont exportés par des petites maisons de thé, soit en fait on a la super production qui est un petit peu thé niveau, on va dire sans être méchant, supermarché. À savoir que les Japonais consomment du thé comme nous on consomme du vin en cubine. Donc le thé en supermarché au Japon, c'est des thés qui ne dépassent pas les 3-4 € les 100 balles. Donc c'est quand même relativement bas de gamme. D'accord ? Donc le consommateur japonais lambda, il
boit ce type de thé assez basique, Oui. 3-4 Oui, euros, oui. ouais. Oui, D'accord. absolument. Sachant que le thé basique, j'imagine, n'est pas notre thé basique horrible qu'on peut avoir en France, quoi. Exactement. C'est exactement ça. On va avoir principalement 3 régions très productrices. Donc on va avoir la région de Tokyo, ici. La région de Kyoto, ici. Et puis la région de Kyushu, donc, en particulier le Fukuoka au nord. D'accord ? Donc ça, ce sont les 3 régions les plus productrices. Autour de Tokyo, on va avoir une région qui s'appelle Shizuoka. Et Shizuoka, la préfecture de Shizuoka, va être la plus grosse région de manufacture de thé. D'accord ? Donc énormément de thé sont manufacturés à Shizuoka. Ça ne veut pas dire qu'ils sont produits sur place. Parce qu'en fait, beaucoup de fermiers produisent une récolte de feuilles, plus ou moins qualitative, ça dépend du type de récolte qu'ils font et de ce qu'ils veulent en faire. Et ils vont s'adresser à une manufacture qui va avoir le savoir-faire et la machinerie nécessaire pour transformer ça en thé consommable. D'accord ? Donc au final, énormément de thé sont produits là-bas, comme par exemple les genmaicha ou les kokicha. Ensuite, on a aussi évidemment quelques producteurs qui sont équipés pour transformer leur thé d'un bout à l'autre. Donc là, c'est le cas par exemple pour justement mon sencha, qui est chez Kizika, ou le kokicha qui est la même ferme. D'accord ? Et puis après, il y a aussi tout un tas de contrefaçons qu'on trouve sur les marchés en fait, qui sont des thés, qui sont dits japonais, mais en fait ce sont des feuilles chinoises traitées comme des sencha et qui n'ont pas du tout les mêmes saveurs. Donc les saveurs qu'on va retrouver principalement dans les thés japonais, ce sont des notes très vertes, iodées et marines. Ça, ce sont des notes principales sur la plupart des thés japonais. D'accord ? Bien. Et quand vous dites vert, Vert, ça va être herbe coupée, légumière, légumes verts, etc. Donc en fonction du type de thé, on peut avoir des notes qui vont rappeler le haricot, la courgette, le pois cassé, des choses comme ça. Donc ça reste vraiment des notes vertes. Ou alors. Bien. Donc, ce que je vais vous proposer avant de commencer à déguster, c'est simplement vous expliquer un petit peu, en 2 mots, ce qui va faire la séparation entre 2 catégories de thé. Alors cette séparation, elle consiste à identifier en fait ce qui est des thés qu'on va appeler de première intention, c'est-à-dire les sencha, les kabusecha, les gyokuro, etc. Et les thés qui sont produits en seconde intention, comme les kokicha, les genmaicha et les hojicha. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, la première intention, c'est on récolte des feuilles pour faire un bon sencha. D'accord ? Donc on va transformer la feuille, on va la rouler, l'écuver, etc. jusqu'à la déshydratation. Et puis après on va faire du tri, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Japon, la main d'œuvre ça coûte très très cher. Et du coup, la majorité des récoltes sont faites de façon mécanique. Du coup, on va faire des étapes de tri pour séparer tout ce qui va être qualitatif, donc des feuilles entières, pour en faire des beaux produits, et puis tout ce qui va être résidu à côté. Et tout ce qui est résidu, ça ne veut pas dire que c'est inutilisable ou pas bon, au contraire, on va en faire d'autres choses. Donc typiquement, on va en faire des bancha, des kokicha, des genmaicha, etc. Et donc ça, je vais vous les présenter dans un premier temps. Comme ça, en termes de goût, par rapport à notre matinée de dégustation, on va pouvoir progresser, et si on commence par un sencha, on va faire une étape inverse et ça ne va pas être très agréable. D'accord ? Et du coup, juste pour être sûr, la première intention, ça sera le sencha de bonne qualité, on va dire avec les feuilles roulées, etc. Et avec les résidus, ce sera plutôt les thés de seconde intention, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc je reviendrai là-dessus pour bien vous expliquer. Là, je voudrais juste commencer déjà à lancer la première infusion pour qu'on puisse déjà y goûter. Hein? Ça vous va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. question de base, pourquoi il n'y a pas de thé noir? Parce que C'est pas compatible avec... S'ils font des thés noirs, ça reste des toutes petites productions, ça va faire à peine 1% de la production, même pas. Et en fait, les thés noirs japonais sont un peu particuliers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très développés en termes de goût et de texture comme les thés noirs chinois ou indiens. Ça tient au climat? Je pense que ça tient plutôt à leur goût. Ah ouais. Le thé, donc il ne faut pas oublier qu'en fait tout ça c'est issu d'une sélection d'étayers. Et donc ces notes iodées et marines sont vraiment issues de la sélection pour s'adapter à leur propre goût. En fait, parce qu'il y a une période où le Japon s'est complètement fermé et il a fallu attendre 1800
en 70 ou quelque chose comme ça, je crois, pour que les Américains aillent forcer l'ouverture du Japon. Et en fait, on peut bien imaginer qu'en fait, ils ont cultivé et sélectionné leur théier et leur façonnage pour avoir vraiment ce goût qui leur parle à eux. Alors maintenant, ça nous parle aussi à nous. Bonne nouvelle. Mais effectivement, les thés noirs japonais, ce qu'ils vont avoir comme particularité par rapport aux autres, c'est qu'on a quelque chose d'assez doucereux, des textures très légères, voire complètement aqueuses. Et puis en termes de goût, c'est légèrement acide et pas forcément très développé. Ça leur plaît davantage, et pour avoir parlé avec 2-3 japonais, ce genre de choses, ils trouvent que les autres thés noirs sont trop forts, trop durs. Donc ça vous donne un petit peu l'idée. Après, en thé noir japonais, j'en ai goûté quelques-uns, mais je ne peux pas dire que ce soit tellement à mon goût, c'est aussi pour ça que je ne le présente pas. D'accord. Voilà. J'en ai un seul qu'on a fait entrer il n'y a pas longtemps, qui est un thé noir fumé avec du bois de whisky, donc qui est un peu particulier. Ah. Voilà. Bien. Alors le bancha, on ne va pas le goûter parce que ce serait un petit peu dommage par rapport à tout ce qu'on va goûter derrière. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un kukicha. Le kukicha, c'est ce qu'on va appeler thé de tige, en fait, tout simplement. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et pendant que vous allez le regarder, je vais l'infuser. Alors, je vais utiliser une petite astuce qui n'est pas forcément très esthétique, mais qui va consister à utiliser un sachet. Parce que usuellement on utilise des théières comme ceci justement, donc je vais vous laisser la faire passer, où le filtre en terre permet d'empêcher les feuilles de passer. Celle-ci on l'utilisera tout à l'heure. Et en fait, dans une théière en verre qui est plus adaptée au volume dont on a besoin pour aujourd'hui, la fente en fait va pouvoir retenir les feuilles, mais elles vont se loger dedans et éventuellement le boucher, donc ça va être un peu catastrophique après à nettoyer et à ranger. Donc je vais tricher un petit peu. C'est pas forcément esthétique, mais ça sera quand même plus pratique et après on regardera quand même la feuille pour l'infuser. Donc kukicha, c'est un thé qui est constitué avec de la tige, donc de la tige fine, et c'est ce qu'on voit, la partie vert doré en fait, donc, qui est plus légère et qui est beaucoup plus douce en termes de goût. Alors effectivement, ce qui est très agréable pour un kukicha, c'est qu'on a quelque chose de légèrement iodé, plutôt léger, et vous allez voir que dans le goût, on va y retrouver des notes légèrement sucrées qui viennent de la tige et qui sont tout à fait agréables. Elle est super petite. Alors, celle-ci, en fait, c'est un artisan qui s'appelle Murata, qui n'est pas tout jeune, comme la plupart des artisans japonais, et qui produisent plus beaucoup ce genre de produits parce que justement ça demande énormément de temps. Donc avec un ami on l'a contacté pour savoir s'il pouvait nous la refaire, parce qu'au départ on la trouvait pas. Et sa seule réponse a été c'est difficile ça. Voilà. Et quand vous dites la tige, oui. C'est quelle partie en fait? C'est la partie qui est juste avant la feuille. En fait, c'est vraiment la tige En fait, si vous voulez, on va récolter mécaniquement donc, les jeunes pousses, et puis après on va rouler tout ça. Et puis à la fin, il va falloir faire un filtre, qui est un tamisage pour éliminer tout ce qui est poudre et les morceaux cassés. Et puis après, on va récupérer en fait les longs morceaux en fait, que vous avez vus. Il y a quand même des morceaux assez allongés. Mais c'est la tige, c'est pas la feuille. Alors, il y a de la tige et il y a de la feuille. Et il y a de la feuille, il y a les deux. Donc là on le voit bien. Mais le côté sucré vient uniquement de la tige. Principalement. Donc là vous voyez qu'on a quand même la feuille qui est naissante ici, donc elle a été cassée évidemment dans les transports, ça arrive assez souvent, mais en dessous vous voyez qu'on a quand même un morceau de tige. Alors c'est pas la grosse tige, c'est pas la branche, c'est pas le bois. Le bois on le retrouve dans les Kérigane par contre. Et là on a quelque chose de plus léger. Qu'est-ce que c'est, Kérigane? Kérigane, ce sont d'autres types de thé où il y a majoritairement que de la tige un peu plus épaisse justement et lignée. D'accord. Et ça donne un thé différent. Je vais en montrer un tout à l'heure. C'est un Kérigane
photographier, mais vous allez voir un petit peu plus comment ça donne. Alors ce que je vais faire, c'est que Non, ça vous inquiétez pas. Ce que je fais, c'est que je vais chauffer la théière pour pas avoir de perte de température. Sinon, en fait, l'eau qu'on va mettre dans la théière va perdre quasiment 10 degrés, et du coup, on aura une eau qui ne sera pas assez chaude du tout par rapport à l'infusion. Ah, 10 degrés carrément. Oui, alors ça dépend de la température extérieure. Aujourd'hui, il fait plutôt froid, du coup, on va perdre moins de 10 degrés. Pardonnez-moi, je fais pas ça parce que j'apprécie, mais c'est juste pour surveiller le temps pour l'infusion. Voilà. Ça sera bien comme il faut. Combien de temps? 4 minutes. 4 minutes d'infusion. Un cookie de chat comme un kérigane, etc. Ce sont des thés qu'on va faire 4 minutes, voire plus pour certains. Après, ce sont des choses qu'il faut adapter en fonction du thé. Donc souvent, quand je reçois un thé que je ne connais pas forcément en détail, je teste beaucoup de temps et température d'infusion pour voir ce qui est le plus agréable. En fait, tout simplement. Donc ça prend un peu de temps à travailler, mais en plus ça va. On mesurait la quantité de thé. Alors là, on est sur 1 litre, donc comme je veux aussi que la dégustation vous marque un peu, j'ai un peu chargé quand même, mais sur 1 litre, on met 10 grammes de thé. Pour un demi-litre, 5 grammes, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça fait? C'est toujours la même proportion. C'est en gros 2 cuillères à café, non? Bah, ça, ce sont des cuillères à thé qui font 2,5 grammes en général. Après, bon, comme les tiges sont assez longues, ça rentre pas très bien dans une cuillère comme ça. Oui, parce qu'il y a des thés qui sont très très longs, des thés qui sont plus courts et d'autres qui sont très longs. Donc il faut essayer d'adapter. Après là, je vous avoue que c'est avec l'habitude, j'identifie plus facilement la quantité qu'il faut en mettre par rapport aussi à ce que je veux comme rendu en fonction des ateliers, etc. Donc, par rapport à son goût personnel, il faut adapter aussi en fait. Bien. En fait, la difficulté, c'est justement la durée d'infusion, parce qu'en fait, après, on retrouve de l'amertume très rapidement, en fait. Ça peut arriver sur un cookie de chat, pas trop. Quand il est bien réussi, on a quelque chose qui a une amertume qui vient très tardivement, donc ça va assez bien. Faut pas s'imaginer après qu'on est un thé en puissance, mais au contraire, ça reste un thé qui est quand même relativement léger. Après, là, vous voyez, en fait, j'ai quand même beaucoup chargé de papier, donc mais il faut pas s'imaginer que sur un cookie de chat ou des choses comme ça, on a beaucoup d'amertume immédiate. C'est pas le cas. Au contraire, c'est beaucoup plus long en fait à venir. On va en avoir quand on a beaucoup de... par exemple sur un banc de chat, typiquement, le banc de chat, si vous regardez, on a quelque chose où il n'y a que de la feuille, mais on trouve des morceaux de tige, de la feuille assez cassée, et justement, on va trouver une amertume beaucoup plus vive et très rapide. Donc ça, c'est le genre de justement où on sait que ça va arriver. Mais en fait, ça, c'est assez modifié relativement vite. Quand vous voyez en fait le travail sur le petit chat, vous comparez à un banc de chat, vous voyez que c'est pas tout à fait le même résultat en termes de qualité. Et de ce fait-là, on peut déjà visuellement sur un thé sec un petit peu savoir à quoi on va s'attendre. Bon, ça veut dire qu'on est sûr de soi. C'est quand même déjà un bon indicateur. Quel que soit le thé, plus la feuille est cassée et plus vite l'amertume va ressortir en général. Différencier le fait de remettre de l'eau sur le thé, En général, je conseille de le faire. Oui, un petit peu plus de temps. Oui, bon, après, c'est. Soit ça marche bien parce que le thé s'y prête, soit au pire, on a de l'eau chaude. Oui, c'est ça. Un peu de sucre. Oui, mais c'est bon le chaud. Il y a beaucoup de thé qui s'infusent plusieurs fois. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Dans ce genre d'instrument, en fait, justement, on fait plusieurs infusions successives, plus ou moins courtes, justement. Et c'est assez usuel. En Asie, le thé, on le fait rarement en grosse théière comme nous de cette façon-là. On le fait plutôt en infusion
que j'ai vu aussi que il y a certains endroits où ils jettent beaucoup, ils font l'été là et ils jettent la première infusion. Effectivement, usuellement c'est ce qu'on fait. La première infusion, c'est une eau de rinçage qu'on ne garde pas qui va chasser un peu les notes abruptes qu'on a généralement sur le thé. Et typiquement sur tout ce qui était vieilli, fermenté, etc., c'est quelque chose qu'on fait pour justement chasser les notes un peu trop brutales, terreuses qui viennent en tête. Après ça dépend, il y a des personnes qui vont adorer. Moi j'avoue que je les aime bien aussi, donc je les vois. Je suis pas très chinois là-dessus. Mais du coup il y a une pratique qui se fait usuellement, qui est de sacrifier la première eau justement à la théière ou à un animal de thé. Ça c'est plutôt chinois les animaux de thé. C'est des petits animaux en terre cuite qu'on va mettre sur le plateau de thé, sur la table de thé, et à qui on va sacrifier cette première infusion. Donc on va vider cette première infusion sur l'animal qui est en terre, et du coup qui va s'imprégner petit à petit des odeurs du thé qu'on va utiliser, et se lustrer, donc à la fois changer de couleur, de patine et d'odeur. Donc là vous voyez qu'on a quand même de la tige. Alors c'est de la tige fine, hein, comme je vous disais, c'est de la tige souple, c'est pas de la tige rigide et lignifiée, c'est pas du bois. Et du coup on a quelque chose qui va apporter du plus à la dégustation, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on aurait éventuellement quelque chose de dur, abrupt et qui n'en a rien à voir. Du coup, je vous invite un petit peu de sentir tant la couleur que la théière. Sans vous Alors, typiquement, ce sont le genre de thé qui vont très facilement s'accorder avec n'importe quel repas à base de poisson, volaille, viande blanche et notamment un certain nombre de légumes. Parce que justement ces notes assez douces et fines ne sont pas hyper marquées et vont pas forcément dominer le plat justement. Par contre l'accompagner de notes un peu iodées et légères. Comme ça se fait beaucoup en fait d'accompagner un repas avec du thé et notamment des sushis effectivement. C'est très usuel. Le sushi c'est littéralement ça sublime le poisson en fait. Le poisson a un meilleur goût. Donc, on va parler d'abord un petit peu de manufacture. On va parler un peu de manufacture avant de parler de l'histoire. Du coup, voilà. Donc ça, c'est un exemple de récolte mécanique. Donc on a en fait des espèces de cisailles accrochées, auxquelles est accroché un sac, et on va tailler en fait quand c'est le moment les tailler en fait de façon très régulière. Du coup on s'imagine bien que les feuilles sont assez cassées, coupées, et qu'on ne va pas récolter que de la feuille, on va récolter aussi un petit peu d'autres choses. Voilà. Et du coup évidemment c'est de là que vient la nécessité de trier derrière le produit. Par contre, on va le trier, mais après le travail de la feuille, etc. Et pas avant. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas d'endroit de théiers très précieux qui sont cueillis à la main, un peu comme certaines vignes qui sont cueillies à la main.
Alors, les cueillettes à la main au Japon sont souvent destinées à des thés de compétition. Les Temomicha sont des thés qui sont magnifiques, hein. Ce sont des thés qui sont travaillés entièrement à la main, tant récoltés que travaillés. Du coup, on obtient des feuilles, des espèces d'aiguilles qui vont jusqu'à 8 cm de long. C'est magnifique, par contre, c'est extrêmement cher. En fait. On est sur des ventes de quelques grammes. En fait. On vend 5 à 10 grammes en fait, de thé et on dépasse largement les 10, 20, 30 euros par 5 grammes. Ah oui, ça fait 1 kilo cher. Donc ça sélectionne direct. Voilà, ça clive assez vite hein, au niveau des budgets. Du coup, non, ce sont des produits que j'ai pas forcément ici parce que c'est très très. Mais est-ce que gustativement il y a une vraie différence? Quand je pourrais à nouveau en commander, je vous dirais. Parce que là, c'est un peu compliqué. Les transports sont arrêtés, les transports postaux par avion sont arrêtés depuis quelques semaines. Et du coup, tout passe par bateau, ce qui prend des semaines et des semaines. Donc, le dernier est arrivé en 4 mois et demi. Le suivant en 5 mois. Donc, celui que j'en ai un qui est en transit, je ne sais pas dans combien de temps il arrive. Je n'ose même plus regarder en fait, parce que je ne sais pas. Il est quelque part sur le Pacifique. Est-ce que ça ressemble au thé qu'on a au magasin chinois vers la gare, où il y a des feuilles qui sont roulées, qui sont longues comme ça? Ah non. Là, c'est vraiment très très fin, c'est vraiment des aiguilles en fait. Vraiment imaginez que c'est vraiment cette largeur-là en fait. D'accord. C'est vraiment très très fin et c'est très long. Donc des choses que vous ne retrouverez pas comme ça ici en France. Autre genre de récolte avec des machines un peu plus conséquentes, donc là c'est les tracteurs carrément. Et du coup on a une récolte du même genre, mécanisée, et du coup les circuits comme ça au-dessus des théiers pour les tailler. Donc ça dépend un petit peu de la volonté, parce qu'il y a un aspect esthétique à la taille du théier, et qui donne une allure au paysage aussi. Donc les Japonais sont très 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 attentionnés aussi vis-à-vis de ça. Donc la forme du théier au final est aussi importante. Ensuite on a le manufacturage. Donc en fait au niveau manufacture, il y a un certain nombre de machines qui vont faire plusieurs étapes. Et là, il faudrait vraiment voir sur place comment fonctionnent les machines pour vraiment comprendre ce qu'elles font exactement. Donc c'est assez mécanisé aussi, donc les feuilles arrivent sur un tapis, donc elles sont transportées et puis de machine en machine elles vont passer et à chaque étape elles vont être transportées par une personne qui va passer dans une machine suivante. Donc là on a vraiment le dépôt et puis après je vais vous montrer une petite vidéo, on ne comprend pas forcément ce qui s'y passe mais on voit bien que c'est mécanisé. La principale différence qui va faire un thé japonais, ses saveurs particulières par rapport à un thé chinois, c'est que là où les Chinois vont torréfier dans une cuve en métal le thé pour stopper l'oxydation, donc détruire les enzymes oxydantes, les Japonais vont l'étuver. Et du coup, l'étuvage va en fait détruire l'oxydation et de façon très profonde et beaucoup rapide, parce que les vapeurs en fait pénètrent beaucoup plus vite les tissus. C'est pour ça qu'une brûlure à la vapeur est beaucoup plus grave en fait qu'une brûlure à l'eau chaude. Et du coup, on a un thé qui est beaucoup plus vert avec des saveurs beaucoup plus vertes en fait, beaucoup plus marquées et qui conserve beaucoup plus ce côté iodé et minéral. Voilà. Je peux vous redire le début par rapport à la torréfaction. Les Chinois torréfient dans une cuve en métal, soit chauffée de façon électrique, soit chauffée avec du bois et du charbon, ce qui leur donne un goût toujours un peu grillé. D'accord. C'est aussi ce qui fait une particularité de ces thés. Au Japon, il y a un thé qui est comme ça qu'on appelle le Kamairicha. C'est assez ancestral et c'est quelque chose qui garde. Si vous le sentez cette note un peu grillée qui est présente. Et d'ailleurs, ça se voit aussi sur la feuille qui n'est pas travaillée tout à fait de la même façon, mais qui est roulée comme le font les Chinois de la même façon. Il est sucré. En Chine, cuve métal. Et au Japon, on fait un écuvage. Écuvage. Étuvé. Qu'est-ce que c'est? C'est à la vapeur en fait. Ah oui. Oui, en Chine, c'est torréfié. La
c'est le fait que c'est pas la même procédé chimique. C'est ça, en fait, oui, voilà. C'est un procédé. C'est qui fait la différence, en fait. C'est le café, torréfié, ça me grille un peu. Voilà, Et tu veux, c'est bien la différence, là, du coup. Effectivement. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis incapable de dire ce qu'il raconte, évidemment. On entend quand même que c'est très bruyant comme écriture. Là, les feuilles sont déjà ramollies, donc elles ont déjà subi un premier étuvage de pastille verte. Et on les voit qui sont un peu... D'accord. Et ça, c'est vraiment la première étape d'étuvage. D'accord. Donc les feuilles passent dans une étuve et là, elles ressortent déjà complètement ramollies par l'étuvage. Et puis elles sont envoyées dans une pièce où on va pouvoir les transporter dans un autre appareil. Voilà. D'accord. Après ce procédé, c'est avec le séchage, non? Alors c'est d'abord on va les rouler, puis après les rouler plus finement, etc. Il y a plusieurs étapes en fait qui vont être utilisées à ce niveau-là. Il y a une première étape de brassage, ensuite un brassage plus dense, un roulage plus fin et ainsi de suite. Et à la fin, les machines vont vers un roulage particulièrement fin, ce qui va les faire en petites aiguilles très fines. Et après, on a le triage. Donc c'est assez long. Et ce qui n'est pas gardé pour l'été, les accessoires en fait. Ah, tout est gardé. Ah oui, tout est gardé pour tout un tas de choses. Justement. Donc là, on a une première machine, c'est une espèce de grand bac où il y a quelque chose qui tourne pour brasser en fait ces feuilles et les frotter les unes contre les autres pour les écraser un peu en fait, en quelque sorte. C'est vraiment un brassage en fait. D'accord ? Après, il y a plusieurs étapes. Ça, c'est le roulage. Donc, c'est une machine qui a lieu aussi pour les thés chinois. Donc, il y a une tête qui va appliquer plus ou moins de pression sur la feuille. Et puis, elle va tourner comme ça sur cette plaque marquée, donc avec l'écran. Et ce qui va rouler et donner un petit peu l'aspect écrasé de la feuille. Et puis après, il y a plusieurs étapes successives qui vont être mises en œuvre. Donc à nouveau, là on a à nouveau une autre machine qui va travailler la feuille, et ainsi de suite. Donc la difficulté, c'est que c'est un peu difficile d'identifier exactement ce que font ces machines sans les avoir vues en vrai. En fait. Même en les voyant travailler, typiquement, ça c'est la dernière étape de roulage. Il y a un bras en fait qui vient brasser les feuilles pour les rouler plus finement et qui fait vraiment cet aspect en aiguille. Mais donc là aussi, j'ai vu 2-3 vidéos, mais c'est jamais très net en fait pour voir vraiment ce qui s'y passe. Et donc juste pour être sûr, le thé torréfié c'est un thé chinois ou japonais? Alors tout ça c'est que du japonais. Okay. Tout ce que je vous montre c'est que du japonais. Un des rares thés japonais torréfiés. Absolument. Et à la fin de cette procédure, on obtient du haracha. Donc ça éventuellement ça va vous rappeler ce que je vous ai montré, donc le bancha. D'accord? Ce qui est quand même un thé pas très trié, justement, où on a un petit bout de tout. D'accord. J'ai l'impressionné à quel point il est roulé au point de faire des aiguilles. Est-ce qu'il y a une différence gustative entre plus la fine du thé est roulée? Oui, absolument. Donc après, en fait, le haracha, justement, c'est là qu'il y a une étape de tri. Et donc, on va séparer tout ce qui est tige, donc kokicha, tout ce qui va être poussière, poudre, qu'on appelle le konacha. Donc le konacha, c'est un produit qui va être utilisé comme condiment, donc comme produit d'utilisation alimentaire pour des préparations culinaires, clairement. Donc comme vous voyez, c'est de la poudre. Ça, à infuser, ça arrache, clairement. Genre des gâteaux avec infusé. Même des préparations, des infusions, des cuissons, etc. On pense souvent au gâteau parce qu'en fait, on se dit c'est facile d'intégrer ça dans la pâtisserie. Mais c'est notre conception assez pauvre en fait, de la cuisine avec du thé. Mais eux, ils s'en servent comme d'une épice, comme une merde. Alors je ne saurais pas dire exactement, mais en tout cas les recettes que j'ai trouvées à base de thé sur des préparations japonaises consistent à prendre le thé, soit en saupoudrer certains aliments, soit carrément l'intégrer dans des sauces, dans des jus de cuisson, des choses comme ça. Okay.
Voilà. Et évidemment, on obtient d'autre part un thé qu'on va goûter ensuite, qui est en fait le sencha. Le sencha qui est le thé, vrai thé. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du kokicha déjà? Ouais, moi j'aime bien, c'est doux, mais c'est un C'est bouillonné. Tout à fait. Mais assez doux en fait. Exactement. Ça reste un thé qui est plutôt doux. Il y a une très très fine astringence, mais on ne sent pas d'amertume. Et quelque chose d'assez léger. Exactement, surtout quand on sait ce qui a été infusé. Je pensais qu'il serait plus fort. Absolument en fait, pas. Effectivement. Ça c'est assez surprenant, c'est qu'en fait on a l'impression que ça va être quelque chose de fort et puissant, et puis finalement pas comme ça. Les 13 arrondis. Mais après c'est le premier. Ouais, mais j'ai senti qu'effectivement que ça va monter. Oui, c'est l'idée. Voilà, c'est pour ça que c'est normal. Non, ça reste tout ça. Quelqu'un veut-il finir la théière ou pas? Chaud. Sachant qu'on a encore d'autres choses à Parce faire. qu'on n'a même pas dessus. C'est vrai. Je trouve que le sucre dans le thé, c'est vraiment sucré quand on va. Donc le second thé qu'on va faire, c'est aussi un thé de deuxième intention, en fait, si on peut dire. C'est le Genmaicha. Le Genmaicha, en fait, qui est très populaire au Japon. Alors c'est rigolo parce que c'est un petit peu comme nos plats populaires en France. C'est à l'origine, c'est ce qu'on va appeler le thé du pauvre, le thé du pêcheur. C'est-à-dire qu'on va prendre justement un bancha que je vous ai présenté, donc qui est un thé qui n'est pas extrêmement haut de gamme, loin de là. C'est un thé plutôt quotidien qui va accompagner tous les jours, un thé qu'on va boire le matin, le midi, l'après-midi, pendant un repas, en fin de journée, etc. Et par contre, on va le mélanger avec du riz grillé et du riz soufflé. Et du coup, on va en faire une boisson qui va être beaucoup plus riche et dense en fait en termes de goût. J'avais acheté à la grande épicerie de Paris. Et le matcha, je l'ai acheté ici. Il a l'air caramélisé un peu. Alors effectivement, je ne sais pas exactement comment il est travaillé, mais on a un peu popcorn en fait, parce que le riz soufflé, ça fait penser au popcorn, mais c'est bien comme c'est du maïs. J'ai déjà vu une infusion de riz grillé, presque cramé, et du coup je m'attendais à quelque chose d'aussi fort, mais en fait... quand le riz est vraiment brûlé, c'est comme ça. Il y a un certain nombre de thés où malheureusement les cuissons sont pas très bien maîtrisées, et du coup on obtient un thé qui est abîmé et un peu loupé. Donc en Europe on a ce goût en fait un peu déformé par rapport au goût qui est qualitatif, c'est parce qu'on a un petit peu ce qui est pas de gamme qui est exporté. Et de ce fait-là, on a des saveurs qui sont un petit peu dénaturées. Ça ressemble un petit peu à du sarrasin grillé, du bois chinois. Alors le sobacha, j'ai jamais trop regardé à quoi ça donne, ce que ça donnait. Ça se fait, hein, c'est assez courant, il y a un certain nombre de céréales qu'on fait comme ça, grillées et infusées. Alors on met ça dans la catégorie thé, même si ça n'en est pas au final, mais je ne saurais pas vous dire exactement. Je pense qu'on a une similitude parce que c'est quand même très céréalier, maintenant je ne saurais pas vous dire plus que ça. D'autant qu'en plus sur Dijon on n'en trouve pas, du sobacha. En tout cas je trouve aucun endroit où ils en avaient. Mais c'est pas de la pop, c'est Smacks. Smacks, c'est pour ça que je pensais le côté. C'est plus grillé que Snacks. Moi, ça fait. J'ai arrêté ce type de son. Non, mais pareil, hein. Mais c'est juste, ça fait penser au Smacks, pas au Rice Krispies, qui sont du résultat. Bah, c'est joli, c'est marrant. C'est vrai que sur Dijon, on ne trouve pas forcément, on ne trouve pas du tout. Non. Il y a quand même une accessibilité assez limitée par rapport à tous ces produits-là. Ouais, mais il y a une épicerie asiatique près de la cité de la gastronomie. Et ils n'ont pas ce genre de choses. Non, ils sont plus à Chalon. Non, en niveau thé, non. Non, ah non. Ni au marché du bonheur, ni là-bas. Ah, le marché du bonheur. C'est quoi le marché du bonheur? C'est à côté, là. Dans la rue qui remonte. Ah ouais, dans les Godrons.
Non, vert comme couleur. La rubanerie. Oui, voilà, c'est ça. La couleur. Un petit peu plus de visage, on va être un petit peu comme oui, c'est vrai que je voulais me réapprovisionner en condiments asiatiques ici. J'ai toujours pas été assez épicerie. Je sais pas s'ils ont des sauces soja. Oui. Ah oui, tout ça. Ça, ils ont. Fish sauce, oyster sauce. Ah oui, ils ont tout. Ici, ils ont aussi c'est un peu tout comme ce qui est africain aussi. D'accord. Ah oui, donc ils ont du tamarin. Du tamarin, du kimchi. Je sais pas. Ça. Du tamarin, du baba. Alors ça, je sais pas, je consomme pas ça. Le jujube, ça s'appelle du bouille, c'est sénégalais. Ça ressemble. C'est de la chose de bonheur que là-bas. Du coup, si on en revient un petit peu à l'histoire du thé, le thé en fait prend surtout sa racine en Chine principalement. Donc au niveau de son histoire, aussi loin qu'on a des traces de l'existence de cette plante, ça revient à quasiment moins 3000 avant Jésus-Christ, en 2700 et quelques, où on a le mythe fondateur de Shenlong, l'empereur divin qui apporte l'agriculture au peuple chinois, qui va goûter un tas de plantes différentes. C'est pour ça qu'en général on voit représenter avec des feuilles qui échouent, et qu'il décrit une plante qui s'appelle Tu, et qui va être une plante amère, et qu'il utilisera pour en fait, se détoxifier quand il avale des trucs qui ne sont pas très bons pour la santé. Voilà. Donc c'est là que ça va remonter. Ensuite on va avoir trois dynasties pendant lesquelles le thé va être consommé de façon assez différente. Donc la première, ça va être la dynastie des Tang, en fait de 600 à 900 après Jésus-Christ, où on a l'habitude d'avoir des thés qui sont compressés, broyés, compressés, et puis après on va réduire ça en poudre, et puis on va mettre dans un bouillon, la sortir avec tout un tas de condiments, et écumer, etc. Donc on va faire une espèce de soupe, et puis consommer comme un breuvage nourrissant. Deuxième étape, ça va être l'ère du thé battu, qui va être entre 900 et 1200 après Jésus-Christ, sous la dynastie des Song. Et en fait, c'est là qu'on va prendre l'habitude de prendre des feuilles qu'on va réduire en poudre. Ces briquettes, on va compresser les feuilles entières, les réduire en poudre. Et cette poudre, on va prendre un fouet en bambou qu'on va fouetter et en faire donc cette émulsion. Et cette émulsion, au Japon, on va l'importer en 1200 à peu près par le moine Eisai, qui va en fait proposer ce thé comme un breuvage un peu salvateur de la société japonaise qui est à l'époque dans un cas total. Et c'est pour ça qu'en fait le matcha tient tellement dans une place d'honneur dans la société japonaise et dans le thé japonais en général. Voilà. Là où justement il y a une dissociation un petit peu dans le temps, c'est qu'en Chine, 1200 après Jésus-Christ, 1300 et quelques, on va passer à l'ère du thé en feuilles, où on va prendre des feuilles qu'on va jeter dans l'eau chaude et infuser directement comme nous on le fait aujourd'hui. Alors qu'au Japon, on va continuer à travailler et à s'éduquer sur le thé broyé et cette culture autour du thé broyé, donc avec les fouettés en fait, et donc tout ce qui va avoir attrait en particulier au zen, puisque ce sont les moines qui vont emporter cette doctrine, et puis tout ce qui va être guerrier, puisqu'en fait ça va séduire très vite les guerriers, les samouraïs qui vont commencer à apparaître, parce que justement on va leur proposer à l'aide de la méditation, de la pratique des arts, et en particulier l'écriture, le sabre, l'archerie, etc. On va aussi intégrer la pratique du thé comme une pratique permettant d'aller plus rapidement en fait, à l'élimination, sachant que eux, tous les jours, ils vont se battre sur les terrains de guerre et pouvoir éventuellement mourir. Et du coup, leur proposer un petit peu un bypass comme ça pour accéder à l'élimination, c'est vraiment ce qu'il leur fallait, quoi. Donc tout de suite ils adhèrent et tout de suite ils s'y mettent. Et donc le thé va être très vite imprégné de cet aspect très martial et très guerrier en fait qui est particulier au Japon. C'est pour ça que la cérémonie du thé japonais parle principalement de thé matcha et va être aussi codifiée et très particulière. Donc
il n'y avait pas de thé avant 1200? Non. Ah ouais, d'accord. Alors il y a eu 2-3 importations de thé avant ça au Japon, mais en réalité ça n'a jamais vraiment pris. À l'époque où le thé va être transporté par le moine Isai, en fait il y aura déjà eu 2 moines, Kukai et Saicho, qui vont avoir essayé d'amener le thé comme boisson, mais ça va être un petit peu une originalité qui ne va pas vraiment prendre dans la société. Et eux par contre ils vont intégrer dans la société japonaise le bouddhisme Tendai et le bouddhisme Shamon, etc. Et je ne saurais pas vous en dire plus pour le coup. Et en fait, le thé, entre les années 800 jusqu'à 1200 au Japon, c'est pas une pratique qui existe en fait. Ce qui va vraiment être un élément déclencheur, c'est qu'à l'époque où Eisai, en 1200, va venir avec le thé après avoir appris tout ce qu'il fallait en termes de bouddhisme zen en Chine, et dans les temples chinois bouddhistes, et bien en fait c'est qu'au Japon on a une société où c'est le chaos, donc ravagé par les guerres de clans, des événements climatiques catastrophiques, donc des typhons, des tremblements de terre. On va avoir des incendies qui vont ravager les villes, cramer jusqu'au sol le palais impérial, et du coup on a un état où on va avoir des maladies de toutes sortes, la peste, le choléra, etc., des hordes de mendiants qui vont aussi dévaster les régions parce qu'ils sont un petit peu dans un état épouvantable. Et du coup, Isai amène le thé en disant voilà, c'est une boisson qui va soigner le cœur des gens parce que c'est le cœur des gens qui est malade, et le zen, la pratique du zen va permettre l'illumination, et tout de suite ça intrigue, ça intéresse, et en fait il va avoir un soutien politique particulier qui est le shogun Sanetomo, qui lui en fait il va se taper une cuite monumentale, et le lendemain en fait Isai va lui préparer un bol de thé matcha et ça va le dégriser, et tout de suite ça va prendre, ça va être magique. Il va falloir parler avec leur mots. Et surtout alors au-delà de cette anecdote, il vient avec une sutra qui parle de l'harmonisation des 5 organes, et qui dit qu'en fait chaque organe a besoin d'un aliment avec un caractère spécifique. Donc il va venir en disant le foie a besoin d'aliments acides, la rate de sucré, les poumons d'aliments acres, le rein d'aliments salés, et le cœur a besoin d'aliments amers. Sauf qu'à l'époque, dans la gastronomie japonaise, les aliments amers, il n'y en a pas, ou quasiment pas. Et du coup, le thé vient évidemment pallier à ce défaut-là. Et donc on va pouvoir soigner les gens grâce au thé. Et à partir de là, le thé vient très très vite. Donc là, je vais un petit peu couper l'histoire ici et avancer pas mal, parce qu'en fait, le thé, le sencha, ne va pas arriver avant la fin du XVIe siècle. Donc il va y avoir quand même quelques années qui vont se passer entre l'apparition du matcha au Japon et puis la pratique du sencha, en fait, tout simplement. Et au XVIe siècle, c'est un petit peu les influences chinoises qui vont avoir lieu sur la pratique du thé au Japon. Donc je m'interromps ici pour vous montrer justement à quoi ressemble le Genmaicha. Donc on y retrouve justement très bien le grillé qui est infusé, et vous voyez qu'en fait la feuille de thé est quand même assez écrabouillée, ce qui est typique d'un bancha. Un Genmaicha classique, c'est un thé bancha, donc que je vous ai montré tout à l'heure sans le déguster, mélangé avec de riz grillé, soufflé, et ce qui va lui donner un caractère très différent. Donc là on a infusé quand même très chaud pour un bancha. Usuellement un bancha c'est 70-75 parce que justement on a beaucoup d'amertume. Mais l'intérêt d'avoir le riz grillé, c'est que le riz va donner beaucoup de douceur et de rondeur en fait à tout ça. Le thé est quand même beaucoup plus haché. En fait. Exactement. Il y a beaucoup moins de tri en fait là-dessus. C'est pour ça qu'en quelque sorte, ça va être plus ou moins un résidu. Il y a pas mal. C'est super beau. C'était là. Ah non, je suis. Oui, pour cette c'est vraiment. Oui.
décolle tout de suite en fait. Presque 10 ans maintenant qu'elle est déjà. Ça a été un coup de feu. Non, pas du tout. Du coup, c'est pas tout à fait le même travail. Oui. Donc si on en revient à cette histoire, en fait, fin du XVIe siècle, le thé va prendre un tournant un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a passé une étape, un espèce de summum au niveau de la cérémonie du thé japonaise avec le matcha, qui est passé par le grand maître Rikyu, qui aura figé définitivement cette cérémonie et qui en aura fait un vrai rituel à part entière. Et on va avoir un moine qui s'appelle Baizao, qui va prendre complètement le contre-pied et qui va décider que voilà, le thé aussi, on peut juste prendre des feuilles, les jeter dans l'eau bouillante, sencha, thé bouilli en fait. Et puis il va se promener dans un dénuement assez important, hein, et proposer aux gens de boire du thé qu'il va leur préparer comme ça. Et puis apparemment dans les histoires, il a un bambou creux dans lequel les gens donnent ce qu'ils veulent en échange d'une tasse de thé. Et du coup, il va avoir un apprenti et en fait, cet individu, dans une société très figée et complètement obnubilée et vraiment par l'obsession, hein, vraiment par les distinctions hiérarchiques et la structure de la société et la place de chacun, il va être porté comme un symbole de la liberté et de la reconnaissance individuelle. Et du coup, c'est une figure très importante aussi dans la société japonaise pour ça. Et du coup, en fait, pour rester fidèle à ce qu'il propose, il va, à un moment donné, quand il va sentir que sa vie a atteint la fin, prendre ses ustensiles et tous les jeter au feu pour justement, comme il le dit, éviter de construire à nouveau un culte stupide sur les ustensiles. Voilà, basé sur l'ustensile et sur les pratiques absolument claires. Et ce qui est très très rigolo en fait, enfin paradoxal plus que rigolo, mais c'est que son apprenti va avoir répertorié de façon extrêmement détaillée dans un carnet chacun des ustensiles qu'il aura utilisés, et il va créer ce qu'on appelle le senshado, donc une nouvelle cérémonie du thé basée sur le sencha et l'utilisation des théières qu'on a aujourd'hui ce soir. Ça a vraiment marqué un tournant dans la pratique du thé. Absolument, oui. Parce que mine de rien, ça a donné quand même une pratique qui était destinée essentiellement à des guerriers, à des hommes qui se réunissaient dans un contexte bien particulier, à quelque chose qui est devenu beaucoup plus démocratique au final. Et comment il s'appelait son nom? Baizao. Et comment? Ça s'écrit comment? B-I-S-A-O. Alors il met un trait sur le haut, mais pour le coup, je ne connais pas les pays. Quelque chose comme ça. Mais du coup, son apprenti, ça s'est fait de son vivant qu'il a... Non, après ça. Il est pas... trahir sa mémoire. Ouais. Du coup, à partir de ce moment-là, en fait, on a aussi les pratiques d'étuvage des feuilles et de roulage en aiguille qui vont se mettre petit à petit en chemin. C'est-à-dire qu'on va avoir des fermiers qui vont travailler un petit peu le thé différemment. Et Baizao, c'est des thés qui vont lui plaire en fait. C'est comme ça que ce goût du thé roulé en aiguille, comme ça, va petit à petit se mettre en place. Et cette manufacture, cette façon de manufacturer le thé. Et du coup, en fait, sans cet individu, le thé sencha tel que nous connaissons roulé en aiguille n'existerait pas du tout. En fait. Ça aurait peut-être probablement jamais vu. Le dernier point en fait, que j'aborderai par rapport à l'histoire, c'est la production des thés ombragés, mais ça je reviendrai un petit peu après. Donc, d'abord, je vous invite à déguster donc, ce thé, ce Genmaicha, et à me donner un petit peu votre retour. Non, on sent le côté soufflé là.
moins que ce que j'aurais pensé. Ouais, pareil. Moi aussi, je suis surprise. Parce que dans d'autres game matcha que j'ai goûté, le côté soufflé était plus appuyé. Oui, ok. Après, ça dépend de la fabrication du game matcha et de ce que le producteur veut en obtenir à la fin. En fait, c'est un travail qui est quand même assez pointu. Donc, il y a un gros travail entre la feuille qu'il utilise, le cultivar aussi, parce qu'il y a quand même des cultivars très différents qui ont des saveurs très différentes, et puis le riz qu'il va utiliser, la cuisson du riz et la proportion d'assemblage. Tout à fait. Et du coup, on peut obtenir des thés qui sont plus ou moins marqués par cette note céréalière en fait. Ouais, c'est bon équilibre. Le début, il est assez rond et après, il devient quand même amer. Légèrement, oui. Un petit peu amer. Presque l'impression de manger en même temps. C'était le petit déj. Ça tombe bien. Donc, comme on parle de Baizao, je vais vous parler un petit peu de ces ustensiles que j'ai sortis. Donc, j'ai pas tous les ustensiles, ce sont des ustensiles qui sont faits par des artisans à la main, et il y en a de moins en moins, ils sont tous assez vieux, ils prennent pas forcément des apprentis parce que justement ils sont assez vieux. Et les jeunes générations n'étant pas particulièrement intéressées parce que ça demande beaucoup de travail, d'un apprentissage de 15 à 20 ans avant de pouvoir sortir une première production aux yeux de tout le monde. Ouais. Et notamment, comme vous l'avez constaté, en fait, il y a un travail de la terre qui est particulier, c'est très léger. Il y a aussi un aspect esthétique qui est très très important dans ces ustensiles. Et puis, en termes de travail, on a un manche, un couvercle, un bec, le corps de la théière, plus le filtre. Vous avez remarqué qu'il y a un filtre en terre dedans. Et ça fait 5 éléments qu'il faut maîtriser et assembler, et de façon à ce que la cuisson ils tiennent tous ensemble. En plus de ça, qu'ils se tiennent ensemble, il faut que ce soit joli, un travail raffiné, et aussi, ce qu'on verra après, c'est que la verse soit belle, en fait. C'est-à-dire que ça doit faire un joli jet, rond, homogène, et que ça ne jette pas partout, comme quand on voit les concours de plongeurs, là. Que ça ne fasse pas les éclaboussures partout. Sinon, en fait, la verse n'est pas très esthétique et pas satisfaisante du tout. Notamment aussi, il y a des choses que les amateurs de théière regardent beaucoup, c'est le fait que le couvercle ne bouge pas, il est très bien ajusté, ou alors l'équilibre de la théière. Donc souvent on voit des photos où les gens les mettent comme ça. Donc ça, ce sont des points que les gens apprécient beaucoup à regarder, et bon, après, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable, mais en même temps, c'est vrai qu'on s'imagine bien qu'au niveau de l'appréhension, si elle est équilibrée, le mouvement est beaucoup plus homogène et naturel, en fait. Alors, il y a un truc qui est très rigolo aussi, c'est que les théières sont faites majoritairement pour les droitiers. Ouais, oui, c'est assez... Et chaque fois que je vois un potier qui fabrique une théière pour les gauchers, chez eux, c'est un gros événement, en fait. Il fait 1 milliard de photos. Hey, vous avez remarqué, il y a un truc spécial. Et... Bon, à part que la théière a un manche à gauche, en fait. C'est voilà. important pour les gros, c'est très important. Exactement, c'est ça. C'est très important. Donc c'est pareil, ce genre de volumes ne sont pas trop destinés à l'usage en réalité. Vous voyez que la gravure est très complexe, en fait. C'est un travail important, notamment en fait parce que la gravure ne fait pas d'éclat. Donc ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas souvent. La plupart des gravures qui sont abordables en prix sont des gravures où il y a des morceaux en fait, qui sont assez bruts, qui ont été écaillés en fait. D'autre part, même si elle est faite comme pour être fonctionnelle, on a un filtre monstrueusement gros là-dessus. Il y a une grosse difficulté d'assemblage qui fait que en fait, plus les pièces sont grosses et plus à la cuisson elles peuvent se déformer et se fissurer. Donc celle qui est dans ma vitrine par exemple, qui est un peu plus grosse, ça fait 3,5 litres, le bec est fissuré tout le long de la jonction. C'est plus pour montrer la compétence du... Moi je le prends plutôt comme ça, effectivement. Il y a un côté, à mon avis, très décoratif là-dedans. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne trouve pas de grosses théières en terre maintenant? Alors si, on en trouve, et celle-ci en fait, elle a eu un éclat, ici et là. Du coup, il me l'a fait à un prix entre guillemets raisonnable, j'ai payé une centaine d'euros. Sinon, il la vendait un peu plus de 1 000 euros. Ouais, peut-être pour des raisons budgétaires aussi. Donc pareil, l'autre, comme elle est fissurée, elle n'est pas fonctionnelle, même si objectivement personne ne va s'en servir. Du coup, il l'a eu pour 50 euros au lieu de 1 000 euros. Parce que de toute façon, je pense que ce sont des ustensiles qui sont très vieux.
Les potiers qui ont fabriqué ces poteries n'existent plus, hein, ils sont passés depuis longtemps, donc ils ne sont plus à même d'en fabriquer carrément. Et les Japonais, ils vont faire des collections Alors, de théières? Aujourd'hui, c'est surtout les Chinois qui achètent ces produits à prix d'or et qui en font des grosses collections, ou alors un ami à moi qui est complètement fanatique, qui est un petit peu barré, mais du coup, ce sont des produits qui sont vraiment en voie de disparition. On a 2 sites pour les théières qui sont extrêmement réputés, c'est Tokoname, qui sont connus pour ces théières en terre rouge ou noire. Donc ça en fait c'est cuit avec du gruau de riz, en fait, ce qui fait ce fumage noir. Et après donc ils retravaillent la théière pour faire sortir ces marquages rouges. Mais en fait à Tokoname il y a peut-être une vingtaine de potiers encore en activité. Et quant à Banco on trouve comme la petite théière qui est sur la boîte qui est brillante, ou alors comme celle-ci qui est brillante, ça c'est du Banco. À Banco ils sont peut-être 5 encore en activité. Ils sont entre 70 et 85 ans. Et à un moment donné, en fait, c'est quelque chose qui va être juste perdu. C'est triste. Ouais, c'est dommage. Oui, c'est très dommage. L'attachement du japonais à leur tradition. Oui, mais les jeunes générations sont beaucoup moins intéressées. Florent Ward, il dit qu'il a bossé justement dans une galerie de gare où il vendait des ustensiles pour le thé. Et il dit clairement que le japonais moyen a un budget mental maximum de 30 € pour un ustensile comme ça. Sachant que ce sont des ustensiles qui valent 500 à 1000 balles. Ah rien. C'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils boivent plus de thé, ils boivent des thés en sachet basique de supermarché. Sur les sites de revente d'occasion en fait, japonais, on trouve énormément de produits qui sont neufs, jamais utilisés, que les gens trouvent dans des greniers de leurs grands-parents, etc. Donc ils se débarrassent. Ah ouais, tellement Il n'y a pas d'alternative à ce type de théière? Comment? Il n'y a pas d'alternative à ce type de théière? Les alternatives, c'est les thés en sachet, quoi. Non, mais la théière en elle-même, je veux dire. Oui, c'est des théières classiques avec Après, on tombe voilà, sur les théières classiques. Ouais. Les grosses théières en fonte, ils sont mis à ce genre d'ustensiles qui sont beaucoup plus simples en termes d'usage quotidien, quoi, qui sont à 10-20 €. Quoi. Et du coup, pour les collectionneurs, les personnes qui se débarrassent d'une théière au grenier, ça doit être intéressant de tomber sur le bon coin japonais. J'ai essayé de temps en temps, justement, c'est pas évident parce que justement, vous pouvez pas acheter si vous n'êtes pas au Japon avec un compte japonais. Donc, on sous-doit des choses. Donc ils gardent ça quand même au Japon. Ils sont pas non plus. Alors, c'est un métier en fait au Japon d'acheter pour les étrangers. Ah, d'accord. C'est codifié, donc il y a des prix moyens pour une photo, pour un achat, pour une négociation, pour un emballage, etc., etc. Donc tout ça c'est très codifié, c'est un métier en fait, voilà. Et ça coûte cher un peu. Et les Chinois ont fini par adopter, non, ce type de théière aussi? Alors les Chinois, ils ont leur propre théière un petit peu sur le même format, donc c'est ce qu'on appelle soit les gaiwan, soit des gongfu. Les gongfu, ce sont des petites théières dans ce genre-là. Voilà. Donc la différence principale, c'est que le filtre est percé assez gros, en fait, directement dans le corps de la théière, ce qui est très cohérent avec le type de thé qu'ils utilisent, qui ont des feuilles très grosses. Et du coup, on a une théière qui est cohérente avec l'usage. Quelqu'un veut-il finir le Game Boy Shop? Comme ça. Ah, non, merci. Mais c'est quand même très petit, c'est quand même pas une tasse. Alors, c'est pas dans les tasses comme ça. Oui, c'est dans des petits verres. C'est-à-dire que les tasses que nous avons, nous, sont des grandes tasses. Ça, c'est une grande tasse. Ça, on a l'impression que c'est pas très grand, mais en fait, si, c'est une très grande tasse. D'accord. Disons que je vais vous montrer ça justement en faisant un achat maintenant. On va utiliser cette ustensile-là. Vous allez voir qu'en fait, on ne fait pas des grands volumes comme les grands. Là, c'est une théière qui fait quasiment 2 litres. C'est une très grosse théière. Là, on fait une douzaine de personnes. Ah voilà, oui, c'était bien ma question. Ça sert à rien. Alors, oui, en quelque sorte. Goûter, c'est vraiment privilégié.
Alors c'est assez différent. Après, on remet dedans, mais... C'est ça, on va le faire en plusieurs infusions. Actuellement, on fait 3 infusions sur ce genre de choses. On va faire une première infusion qui va être de 30 à 40 secondes, une deuxième qui va être très courte et une troisième légèrement allongée. Oui, j'ai cassé le manche, donc je vais un peu. La matière de celle-ci, c'est quoi? C'est de la terre aussi. Et La l'émail terre est très très fine. Ah oui. Il y a une maîtrise assez impressionnante à chaque fabrication. Ça aussi, c'est assez cool. Même les tenmoku. Alors ça, du coup, tenmoku, c'est quelque chose qui vient à l'origine de Chine, qui a été pris en main par les Japonais et qui a été très développé. Ça, c'est une tasse tenmoku qui a été faite par les Chinois. Elle est très mignonne, mais qualitativement, elle n'est pas très fine, elle est assez lourde. Ils en font de très cher, Les Japonais, oui. Énormément cher. Alors, celles qui sont très très demandées en Chine, c'est ce qu'on appelle les fourrures de lièvre, où les gouttelettes sont très très fines, brillantes sur le bas et légèrement rouillées sur le haut, ce qui ressemble un petit peu à des poils, justement, qui fait comme un duvet. Elles sont très denses et très allongées. Ce qui fait que ces tasses sont assez impossibles à avoir en termes de prix. Et au Japon, par contre, les tenmoku qui sont très demandés sont beaucoup plus fins en termes de travail de terre et d'émail. Et du coup, on se retrouve à des prix assez délirants. Un tenmoku basique qui est fait au Japon coûte minimum 50 à 60 €. C'est un minimum. Et oui. Et pas le service de 4 Oui, voilà. Alors, Même là, entre les deux théières, je trouve qu'il y a une différence de poids et de la théière. ah si, je suis là. Ah oui, je m'attendais pas à tout ça. Avant d'en venir au Sencha, j'ai un peu oublié celui-ci. Pourtant pour moi. Okay. Mais la Zagari, on finit par le Sencha, c'est ça? On finira par le vieux courant. Parce qu'on finit le coup. La rampe, c'est du Sencha? Ah oui, c'est pas beau. Alors, le Hojicha. Le Hojicha, en fait, c'est un Sencha, c'est un thé vert. Je le précise parce que vous allez voir que justement, visuellement, on pourrait s'y méprendre. Celui qui est sucré, je pense. Ah oui. D'accord. Là, celui fumé au bois de... Alors, pas du tout. Il n'est pas du tout fumé, il est complètement torréfié celui-ci. C'est-à-dire que après la production de la feuille de thé vert, une fois qu'on l'a complètement fait, le sencha, on va le mettre dans un fond d'eau pour l'hydrater, et puis on va le cuire dans dans un ustensile en terre, où on va complètement évaporer l'eau et complètement griller la feuille, et du coup ça va lui donner un aspect très différent. Donc on perd complètement ces notes iodées et marines dont on a parlé jusque-là. Et par contre, on va avoir des notes boisées, grillées, légèrement sucrées qui vont ressortir. Alors par contre, c'est un thé qui est très volumineux, parce que justement, il a repris son espace, et comme il est complètement séché, il est très cassant. Donc on a des gros morceaux de feuilles, évidemment, mais du coup, il est très léger, donc il faut en mettre une grosse quantité. D'accord, mais il est quand même classé comme un thé vert. C'est un thé vert, il n'est pas oxydé. D'accord. Mais même s'il était torréfié, il n'a pas été oxydé. Voilà, c'est pour ça que ça reste un thé vert, même si on n'a vraiment pas l'allure. Bah, il y aura plus une couleur de rooibos, je trouve. C'est un peu trop rouge. Ah non. On dirait des feuilles mortes dans la forêt. Les feuilles mortes dans la forêt. La gothique est l'habitude. Voilà, ça dépend comment. Je suis la tablette. On a pour idée que c'est mauvais pour la santé parce que ça rouille. Alors pour moi, c'est dans un contexte où justement la rouille apportait un certain nombre de maladies. Donc aujourd'hui, on n'a plus parce qu'on est tout vacciné contre. Et du coup, en fait, les Chinois, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Hein. Ils ont toujours des théières en fonte. D'ailleurs, ce sont à l'origine plutôt des bouilloires, justement. Donc, ce sont des bouilloires dans lesquels on met l'eau chaude et qui vont maintenir l'eau très chaude. Et les théières, c'est ça.
Dans le folklore, on peut imaginer justement les petits Européens que nous sommes doués avec nos beaux yeux, pas très qualitativement capables de discerner les choses. On a vu des grosses bouilloires en fonte et on s'est dit « Ah, ce sont des théières », sauf qu'en fait c'était l'eau chaude. Et du coup, on a vu ce genre d'ustensiles, on n'a pas compris ce que c'était. Aujourd'hui, c'est très usuel d'avoir des théières en fonte pour faire du thé. Personnellement, je les recommande plutôt pour les thés noirs, justement, parce qu'ils vont avoir besoin d'une température chaude et maintenue plus longtemps que pour les thés verts. Les thés verts, c'est plus adapté d'avoir en fait une température rapidement descendante pour éviter ce côté justement très abrupt que le thé vert peut libérer. Vous regarderez à l'intérieur, elle est très probablement émaillée. Parce que, oui, elle est émaillée, voilà. Et on m'a dit de faire attention quand je l'ai acheté, qu'il n'y ait pas de défaut. Oui, alors ça, on aime bien dire ça, mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens particulier. Les Chinois utilisent les théières non émaillées, et l'oxyde de fer n'est pas dangereux pour la santé. En fait. Simplement, ça peut colorer les dents éventuellement, mais par contre, ça apporte aussi un supplément de fer qui n'est pas mauvais, en fait, c'est pour ça. Moi j'en ai une, je ne l'ai pas payée aussi cher, mais elle bouille un peu, mais plus sur l'extérieur. Oui, l'intérieur de la cuisine, c'est clair. Après, le le côté positif dans l'émaillage, c'est que vous pouvez le nettoyer facilement à l'intérieur et faire n'importe quel genre de thé, parfumé, non parfumé, quel que soit le parfum. Au contraire, je vous invite à l'utiliser. En fait, faites-vous plaisir avec. Et puis, vous aurez vraiment des ustensiles utiles. Disons que personnellement, justement, contrairement à certaines personnes que je connais qui, on ne nommera pas, mais qui font vraiment cet esprit collectionneur et donc qui vont stocker les ustensiles sans jamais les utiliser, personnellement, je préfère au contraire les utiliser. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Ce sont des ustensiles pour moi qui sont faits pour être utilisés, et s'ils ne le sont pas, en fait, ils perdent de leur vie. Moi, j'ai trouvé ça dommage pour moi. Mais c'est vrai que du coup, on m'avait conseillé effectivement aussi de faire un réchauffage de la théière. Oui. Faire une première eau chaude. Alors oui, c'est toujours mieux, surtout quand elles sont neuves, c'est toujours mieux de les bouillir un peu au départ, histoire de bien les rincer et les nettoyer. Maintenant, pour l'utilisation concernant l'émaillage, etc., personnellement, j'y vais pas forcément. Il y a un côté justement très pratique au fait qu'il m'élève. S'il a un défaut, certes, ça veut dire qu'en fait l'émaillage avait été fait avec beaucoup de tact, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Donc là, on a des notes bien différentes. Quand il pêchait sur l'île de Kaido. Donc là, on s'éloigne complètement des notes iodées marines typiques qu'on a sur tous les autres thés japonais. Ouais, et puis une couleur un peu musquée. Le degré d'alcool est légèrement moins. Oui, Je vois légèrement. légèrement. Que légèrement. Sensiblement. Sensiblement. Merci. Très différent. Oui, pour le coup. Étonnant. Donc ça, c'est un thé, en fait, non, la torréfaction va complètement détruire la théine, donc c'est le genre de produit qu'on peut boire n'importe quand dans la journée, en fait. Ah, la torréfaction tue la théine totalement. Oui, pour le coup, oui. Ah, ça veut dire que Kamairicha, il est pas très fort en théine. Alors Kamairicha, pas tout à fait, parce que la torréfaction n'est pas la même. Pour le coup, la torréfaction sur un Kamairicha dure une poignée de secondes, en fait, ce qui fait que ça détruit l'enzyme, mais pas le reste. Alors que sur un Hojicha, ça dure quand même un certain temps, ce qui fait que ça va complètement caraméliser en fait tout ça, en quelque sorte, et du coup, la théine n'y résiste pas. Okay. Ah oui, c'est bon, je pensais que c'était valable uniquement pour une bosse. Alors pas du tout. Il y a des thés qui vont être très faibles en théine et d'autres qui vont même pas en avoir. Donc les thés sauvages, les Tangensis n'ont pas de théine. Les houlons sont faibles en théine, il y en a toujours un petit peu, mais pas grand chose. Les Hojicha, on peut dire qu'ils sont quasiment plus. Les Genmaicha sont pas très riches en théine, vu qu'on a quand même coupé pas mal la moitié du thé avec du lime déjà, donc c'est un thé qui à la base n'en a pas forcément beaucoup, mais en plus de ça, avec du lime, puisque la moitié c'est du thé.
Et pour ce qui est des cookies de chat, c'est pas forcément riche en théine parce que justement il y a beaucoup de tiges, c'est pas la bonne chose. Mais au contraire, il y a beaucoup de thés qui sont très riches en théine. Oui, alors les sencha, les gyokuro, les matcha, comme sencha, comme matcha, etc. sont des thés qui sont quand même assez denses en théine. Ou si vous êtes pas sensible. Ça fait effet, pas tout de suite. L'effet psychologique, mais l'effet physique, suite à ça. Ce soit assis par l'organisme, on a l'effet psychosomatique de dire quelqu'un de matin, un bon le matin. Ça arrive pas là. Ouais, non, moi je sais pas si je vais un peu. Alors peut-être que j'ai été pas très. Un effet, on peut le voir, c'est par exemple si vous buvez du thé tous les matins depuis des années et qu'un jour vous arrêtez, là vous vous rendez compte qu'en fait, si il y avait une accoutumance, mais qui était plus notée, c'était ce que j'ai vu quand j'ai arrêté le café. Là, j'ai pas du tout bu de café, là j'ai senti une force. C'est vrai que non, moi je veux peut-être. Ah bah ouais. Bon, je suis passée de plusieurs bulles d'expresso par jour à rien. Ah ouais. Parce que justement, j'en savais tellement, j'avais presque des palpitations et maintenant je bois du café de manière très rare. Pas tous les jours, pas tout le temps, tout ça. Et sur le thé, c'est un peu pareil. Parce que... Oui, mais il y a des thés très théinés, on sent... Oui. Voilà, j'avais... Alors toujours pour parler des ustensiles, ceci c'est un ustensile un peu différent. Un petit peu plus ancien mais qui a toujours cours en fait, qui se fait toujours très couramment. Et du coup en fait la façon dont il est constitué est un peu particulière. C'est-à-dire que ça a l'air assez basique, c'est-à-dire qu'on a un bol avec un grand couvercle et quelques rainures ici qui vont consister, enfin qui vont permettre en fait de retenir les feuilles en fait. Et du coup, la particularité par rapport à une théière comme ceci, c'est qu'on a une très grande surface large. Et du coup, c'est des ustensiles qui sont en particulier utilisés pour tout ce qui était à grandes feuilles. Donc les thénomicha en particulier, donc tous ces thés avec des grandes tiges. Et pareillement pour les gyokuro, on aime bien utiliser ce genre d'ustensiles. Par contre, en termes de volume, on est sur des volumes qui sont assez moindres. On fait à peine 2 tasses, 2 petites tasses avec un ustensile comme ceci. Donc c'est vraiment destiné à la dégustation. Par contre, c'est très agréable d'utiliser. D'accord. Et c'est utilisé comme une théière. Absolument. Donc de la même façon que ce que je vais utiliser ici, on va mettre les feuilles, un peu d'eau chaude, vider une première fois, remettre de l'eau chaude, vider une deuxième fois et continuer ainsi de suite jusqu'à ce que le thé n'ait plus rien à raconter. Voilà. Donc personnellement, j'affectionne plutôt les ustensiles comme ça, mais de taille assez grande comme ça, parce que sinon on a des tailles minuscules qui sont plus décoratives qu'autre chose. Comme celui qui est là. Ah bah oui, c'est... Ça a été très joli, mais par contre en termes de taille c'est inutilisable en fait. Oui, c'est pour... C'est décoratif. Pour faire du thé pour les enfants. Oui. Alors par contre on a une technique qui est très courante et esthétique qu'on appelle le mogake. Donc cette côté, ce décor très brillant en fait est utilisé avec des algues qu'on va déposer, on va envelopper la terre de ces algues et puis on va les mettre à cuire et la cuisson va en fait brûler les algues et déposer ce décor un peu particulier. Voilà. Ce qui en fait des ustensiles vraiment très esthétiques. Donc ça c'est ce qu'on appelle du mogake. Celui-ci on l'a fait faire pour nous en fait, on a demandé au potier de nous en faire 4. On n'est pas très cher, on est sur un peu moins d'une centaine d'euros. Après je vous avoue que c'est pas forcément évident de motiver pour les faire. Donc, il a bien voulu les faire après qu'on les harcelé pendant 3 ou 4 semaines. Ah oui. Okay. Comment ça s'appelle? Pardon. Celui-ci s'appelle un shibori dashi. Shibori, S-H-I D-O-R-D-A-S-H-I. Shibori dashi. Il y a un autre style de poterie qu'on appelle un Oin, H-O-I-N, ou avec un H au milieu, Oin.
sais plus trop comment ça s'écrit. Mais en fait, la principale différence, c'est qu'en fait, à ce niveau-là, il y a un vrai filtre qui va séparer le bec, qui va être un élément supplémentaire, de l'endroit où on va infuser. Donc, ce sont des ustensiles qui existent toujours et qui sont toujours produits, mais qui sont plus destinés à des gens qui pratiquent ça. Donc, il y a des amateurs qui vont en avoir, ou alors plutôt dans des boutiques. C'est pas les choses qu'on trouve en sur Facebook. On peut peut-être en trouver à Paris chez les petits producteurs peut-être. Alors il y a des boutiques où vous trouverez éventuellement ce genre de choses. Il y a un salon de thé par exemple à Paris qui s'appelle Tomo, où il est très connu, il travaille avec un sommelier de thé au Japon qui est bien en vogue. Et notamment la théière que vous avez là-haut qui est bleue et jaune, celle-ci, il vous sert du thé avec ça. À savoir que cette théière-là coûte 250 €. Le nom du salon de thé, c'est Tomo. Tomo. Théo. Comment? Oui, l'été. Et ça coûte combien? Toute l'année. Ça doit être des prix élevés. Je pense, oui. C'est une expérience, je pense. Oui, après, il fait de la pâtisserie qui est très qualitative. Je pense pas qu'on se sente volé, mais on n'y va pas tous les jours. Oui, voilà. Après, c'est ça, c'est une bonté. Il y a la bonté, il y a une embêté. C'est ça. Ouais, mais il y en a qui exagèrent aussi avec les prix, quoi. Oui. Parce qu'il y a des salons de thé japonais à Paris où vraiment c'est délirant. Bon, un peu comme tout, moi je dirais malheureusement, quand ce sont des produits qui ne sont pas forcément bien identifiés par la population, n'importe qui vend n'importe quoi. Ils n'ont pas trop le sens de la prix que c'est. Parce que ça vaut. Ils profitent de notre méconnaissance de la chose. C'est ça. Comme ils trouvent de la clientèle. Ah bah oui. Ils ont raison. Tant qu'ils ont des acheteurs, ils ont rien à faire. Après c'est dommage par rapport à l'image du produit. C'est ça. Donc maintenant je vous propose de passer à un sencha, donc le thé le plus populaire du Japon, le plus courant. C'est vraiment le thé que vous allez retrouver partout, alors plus ou moins qualitatif en fonction du type de sencha. Le sencha que je vous propose ici, c'est un cultivar qu'on appelle le Yabukita, qui est le plus courant au Japon également. Yabukita, ça séduit très vite les Japonais parce qu'il y a un très bel équilibre entre tout ce qui est aromatique, tannique et amertume en fait. Quand on parle de cultivar, c'est un peu comme un cépage dans la... Exactement. Sauf qu'en... D'accord. C'est simplement qu'en fait en vin on parle de cépage, sur toutes les autres plantes on parle de cultivar. Ouais, mais... Variété cultivée en fait. Mais le nom du coup, alors pourquoi ça devient le nom de sencha? Pourquoi on n'a pas gardé le nom du cultivar? Alors sencha c'est le type de thé, mais c'est un sencha de Yabukita. On peut avoir des sencha de tout un tas d'autres variétés. Ah oui, d'accord. C'est le savoir-faire par rapport à... Ouais. On fabrique un type de thé. C'est comme si on disait un vin rouge ou un vin rosé. Ou un vin blanc. On peut avoir différents types de cépages utilisés pour ça. Donc là, je vous charge un peu, j'avoue. Ah ouais. Est-ce que cette théière-là, on a dit, ça fait 2 tasses? Ça? Non, c'est un demi-litre. Un demi-litre? Beaucoup de noms. On n'imagine pas, mais c'est... 12 tasses. C'est 12 tasses comme les diapos dans les gros diapos. Donc là justement, pour vous donner une meilleure expérience, je mets un petit peu d'eau froide. J'aime bien rincer les thés japonais pour les mouiller en fait une première fois et les mettre dans l'eau d'infusion. Un point intéressant justement par rapport à la cérémonie du thé japonaise, c'est que la cérémonie du thé est plus tournée vers le cérémoniel en fait, plus que vers le thé. Donc, le thé est presque secondaire vis-à-vis de la cérémonie. Et quand je parle de cérémonie, c'est une vraie cérémonie, c'est-à-dire que c'est comme un mariage, une messe qu'on va donner pour un baptême, etc. Donc il y a un maître de thé qui est vraiment là pour apprendre et faire ses classes, en fait, pour devenir maître de cérémonie. Oui, donc en plus ça prend plusieurs heures. C'est ça. Une cérémonie du thé matcha dure à peu près 2 à 4 heures. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a tout un
les cérémoniales c'est compliqué. Notamment, on peut passer pour un plouc, et ce qui va horrifier évidemment l'hôte si on n'est pas averti et qu'on fait n'importe quoi. Donc oui, je l'ai lu et j'ai des personnes qui m'ont confirmé, qui sont allées sur place et qui m'ont confirmé. Ils m'ont dit qu'effectivement c'est le genre de choses où il faut se méfier parce qu'il vaut mieux être invité déjà par quelqu'un qu'on connaît et puis s'y préparer un peu en fait pour savoir ce qu'on doit faire. Parce que la place de l'invité d'honneur c'est le premier invité et celui qui accompagne, en fait qui va accompagner l'invité va être en dernier. Et c'est lui qui va donner le rythme, en fait, le rythme de démarrage et de fermeture, donc entre l'hôte d'honneur et celui qui ferme. Et du coup, il y a tout un tas de phrases et de gestes codifiés qu'il faut respecter en fait, pour ne pas passer pour des imbéciles. Et si on ne le fait pas, évidemment, l'autre mais il faut être initié. Absolument. C'est pour ça qu'on n'y va pas sans être invité usuellement. Donc vous voyez que le jet est très rond, très homogène, et il ne jette pas sur les côtés, il n'y a pas de gouttelettes qui sont propagées dans tous les sens. Donc en général, on fait confiance aux potiers parce qu'il y a des tests qui peuvent être faits. Voilà, les potiers vont avoir une grande maîtrise de ça, et on voit régulièrement les potiers qui cassent le sol. Après, ce sont des formes qu'ils apprennent et qu'ils maîtrisent, donc c'est des choses qu'ils reproduisent. Dans un premier temps, un jeune potier va faire des centaines de théières strictement identiques dans une période dans laquelle il va acquérir la reproductibilité du geste et la perfection. En fait. Et puis dans un deuxième temps, quand il a vraiment acquis ça, parce que c'est une période qui dure assez longtemps, où il va inonder un peu le marché pour se faire connaître, pour montrer de quoi il est capable, et de quel maître, en fait, par quel maître il a été formé, dans un deuxième temps, il va commencer à produire des pièces uniques. Parce qu'il est suffisamment connu pour se permettre de produire moins et plus qualitatif. Et donc là, il va travailler des formes qui lui sont spécifiques, des qualités qui lui sont personnelles et un esthétisme vraiment identifiable. Et du coup, est-ce que visuellement, on peut voir qu'il y aura un versage Oui, on peut voir, il y a des versages qui sont très laids. Les petites théières de cuisine, par exemple, sont faites par un atelier d'un monsieur qui s'appelle Kyoko. Lui, en fait, il a pris le parti de faire encore du traditionnel, mais abordable. Donc, il a plusieurs apprentis, il fait des compromis. Donc, des théières qui sont vraiment figées, donc des modèles strictement identifiables. Donc, il va produire plusieurs fois les mêmes et faire plusieurs apprentis qui vont faire les mêmes choses. Ce qui n'est pas très bien vu d'avoir plusieurs apprentis. Je vous en verse pas beaucoup parce qu'on va faire une deuxième infusion après. Merci. Et du coup, évidemment, on a des défauts en fait. Donc un couvercle qui ne fait pas très bien. On peut avoir un. Je peux jeter. Ah oui, pardon. On peut avoir une verse qui est un petit peu de travers ou qui fait des gouttelettes. Un équilibre sur le manche qui n'est pas tout à fait exact. Des petites choses comme ça. Ou la pose du filtre qui n'est pas parfaitement ajustée. Voilà. Donc, tout un tas de petits détails comme ça qui vont être identifiables quand on est un peu averti. Et après, évidemment, on comprend que le prix est aussi cohérent avec ce genre de choses. Je reviens sur la cérémonie du thé. En fait, c'est à quelle occasion enfin, c'est vraiment pour accueillir dans des grandes occasions ou c'est quelque chose Alors non, la cérémonie du thé, c'est quelque chose d'assez compliqué qui peut être utilisé pour tout un tas de choses, en fait. Il y a, par exemple, ça peut être pour accueillir et montrer qu'on accueille avec beaucoup d'intention et d'attention un invité. Et puis, du coup, c'est vraiment... Entre amis, par exemple. Voilà, entre amis. On invite un ami. On n'invite jamais à une cérémonie du thé quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'accord. Ou alors, c'est vraiment le truc à touriste. C'est quelque chose qui va être utilisé de façon domestique pour les amis. Ou alors pour des événements particuliers. Et ça reste aussi figé un petit peu dans l'histoire. C'est-à-dire que quand la cérémonie du thé a commencé à s'établir, les shoguns et les daimyo ont mis ça en place dans une idée d'apparat, avec des ustensiles en or, en argent, une débâcle d'ustensiles extrêmement travaillés, de richesses, de mets très raffinés.
Il y a une cérémonie du thé qui avait été faite par le daimyo de Rikyu, où il y avait, je crois, il avait une dizaine de maîtres de thé pour servir, je ne sais pas combien de centaines d'invités. Donc c'est vraiment du thé à la chaîne, quoi. En fait, on fait ça, on sert du thé, quoi. Et du coup, c'est assez délirant comme pratique. Mais dans un objectif politique pour asseoir tant une image que en fait aller inviter un tel, faire un privilège à bidule, etc. Et donc faire toutes ces structures en fait de la société japonaise. Et ça se transmet comment? D'un maître à un élève. Par exemple, la jeune génération actuelle elle est sensible à ça, enfin, elle apprend. Les écoles de thé sont très peu, de moins en moins fréquentées. Et c'est aussi pour ça que les ustensiles de thé sont de moins en moins regardés. Et ils acceptent des étrangers, des gaijins au Japon? Ça se fait. Ah ouais. Alors je ne sais pas dans quelles conditions, mais j'ai un livre où justement c'est une européenne catholique, en plus c'est ça qui est drôle, parce qu'elle décrit dans son livre toutes les confrontations entre son idéologie européenne catholique et tout ce qu'elle va acquérir en fait avec la pratique du thé, c'est assez rigolo. C'est qu'elle a terminé maître du thé? Elle est maître de thé. D'accord. Et par contre c'est 10 à 15 ans d'apprentissage. Combien? 10 à 15 ans. Ouais. Ça m'a un peu déroulant. Mais à plein temps? 10 à 15 ans? Non, pas à plein temps. Mais disons que c'est régulier, c'est 1 à 2 fois par semaine. Alors ce qui est amusant en fait à poser comme question, c'est voilà, mais tu maîtrises le geste, tu maîtrises la cérémonie, etc. Et la personne vous répond des choses comme oui, mais la cérémonie du thé de tel mois, je n'ai pratiqué que 10 fois. Ah, de tel mois. Voilà. Effectivement, c'est pas beaucoup en soi. Du printemps que... C'est pas le genre de choses qu'effectivement on va faire 10-12 fois. Avec un rapport au temps quand même chez les Japonais qui n'est pas du tout neutre. Alors ça c'est aussi quelque chose effectivement que j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une japonaise, c'est que en fait le rapport au temps n'est pas le même. Des amis peuvent ne pas se parler pendant des mois, des semaines, des mois, des années, et puis quand ils se parlent c'est comme si c'était vu la veille, voilà. Et ça n'a pas changé en fait, ils sont toujours en contact, des amis, etc. Et puis c'est important en fait ça, cette idée-là. Alors que nous, en fait, on va perdre très vite, en distanciant dans le temps nos relations, on va très vite perdre cette intimité, en fait. Et contrairement à eux. Donc c'est un rapport au temps qui est différent. Vous voyez qu'en fait, la deuxième infusion, je l'ai versée immédiatement, et elle est très trouble et très verte par rapport à la première. Les feuilles sont déjà très ouvertes, et quand on verse, on voit déjà que la feuille libère beaucoup plus vite les choses, en fait, tout simplement. Donc la première infusion, si finalement on la fait un peu plus longue, c'est parce que, mine de rien, il faut le temps que la feuille s'imprègne d'eau chaude et qu'elle commence à libérer les choses. Ah, c'est vrai que là, ça commence. C'est ça. Donc je vous épargnerai la troisième qui va être assez abrupte parce que sur une théière aussi grosse, en fait, le temps de versage est important. Merci. J'aurais pensé le contraire spontanément. Pour la première infusion, il fallait le faire plus longtemps. Merci. Alors la première, oui, la deuxième plus courte. Ouais, la première était longue, là c'est en fait le contraire, plus court que la première et... Enfin j'aurais tenté le contraire en fait. Oui, c'était plus intense au début. Ouais, la précédente, ouais. sans la différence. En fait, il était amer quand on l'a eu tout à l'heure. Et l'amertume, Là, maintenant, j'ai un goût plus floral, plus... Exactement. Le thé travaille en fait d'une infusion à l'autre. Découvrir le thé en infusion courte, c'est pas le même plaisir, c'est assez différent. Quand on va profiter d'un thé, on va en profiter différemment. Alors l'infuser en théière, c'est pas une mauvaise chose. On a quand même une résultante de toute cette aromatique, de toutes ces textures qui vont se mélanger, qui peuvent être très sympathiques. Après, quand on va l'infuser successivement comme ça, on va découvrir exactement ce que vous dites. Tout ce qui a été libéré dans la première n'est plus dans la deuxième, forcément. Du coup, on a un changement de temps au niveau de la texture, donc on voit qu'il est beaucoup plus dense, et après, au niveau gustatif, des notes qui vont être différentes. Alors là, justement, c'est ce que je vous disais, comme la taille est très grosse, le temps d'infusion, je le fais court, mais malgré ça, le temps de le verser, ça infuse beaucoup. Du coup, on doit avoir déjà de l'amertume sur celle-ci, je pense. Alors que visuellement, l'amertume vient sur la troisième infusion. C'est vous voulez pas, je suis pas méchant avec
Par contre, vous sentez qu'effectivement ce côté légèrement fleuri revient en bouche et vient un petit peu supplanter le côté iodé qu'on avait en puissance dans la première infusion. Et des sencha, il y en a plusieurs sortes? Oui, il y en a énormément. En fait, en fonction de la période de récolte, donc on a les shincha, les premiers thés de l'année, qui sont aussi des sencha, mais ce sont les sencha premiers de l'année, donc qui sont très réputés, très demandés, usuellement assez chers. On peut en trouver des bons rapports qualité-prix, j'en ai deux qui sont plutôt pas mal. Après, vous avez les sencha qu'on va consommer toute l'année, donc il y a les récoltes au printemps, une deuxième récolte de printemps, récolte à l'été. En général, on évite les récoltes d'automne et d'hiver. Enfin, l'hiver, c'est pas des récoltes, c'est juste de la taille en fait. Si on vous présente une récolte de sencha d'hiver, vous évitez d'y goûter. Clairement. Et après, on va avoir le cultivar qui va avoir un sérieux impact. Donc on va avoir des cultivars qui vont être marqués par des notes très fleuries, d'autres marqués par des notes plutôt chères de crustacés, ou alors des notes plutôt très iodées, des notes d'algues, des choses comme ça. Et ça va faire en fait toute la complexité en fait, des cultivars et des croisements qui sont faits ensuite. Il y a par exemple un thé qui est très en vogue actuellement, qui est très cher, qu'ils appellent le thé doré, en fait. Parce qu'en fait c'est un cultivar qui usuellement est planté autour des plantations pour éliminer l'effet des bordures des plantations. Parce qu'en bordure en général ce sont des plantes qui souffrent beaucoup, qui sont influencées par tout ce qui est passage et environnement. Donc ce sont des plantes qui sont là juste pour protéger les autres. Et ce sont des plantes qui sont jaunes parce qu'elles sont très chlorosées, donc très peu de chlorophylle, et qui poussent déjà à la base pas très bien. Et il y a un fermier qui s'est dit, et pourquoi pas les récolter pour voir ce que ça donne. Et ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 5 ans, pas plus. Et bizarrement ça a donné quelque chose d'assez étonnant. Et du coup c'est devenu un thé qui est très demandé. Alors assez cher parce que justement le cultivar étant chlorosé ne pousse pas très bien. Du coup ça veut dire qu'il faut en planter plus pour avoir la même quantité. Et puis en plus la feuille pousse à vite, etc. Du coup on a un thé qui est vraiment spécial. Je l'ai goûté 2 fois. Je trouvais que c'était très intéressant. Après je ne mettrai pas ce prix. Je trouve qu'on peut trouver je pense qu'on peut trouver des bonnes choses à manger. Est-ce qu'ils traitent beaucoup Alors, le Japon a une grosse tendance à éviter de traiter et à passer sur des pratiques très bio. Ça, c'est vraiment culturel chez eux. Et on a énormément de plantations qui se font certifier bio, éco-cert, etc. Ou alors qui ne traitent pas, même s'ils ne se font pas certifier. Donc là, ce que vous voyez, là, c'est comme ça. On a mis bien au milieu. On voit quand même des feuilles entières. Ça, c'est quand même une bonne chose. On voit ce vert très printemps de jeunes feuilles, en fait. Alors pour terminer sur les ustensiles de thé, quand ils sont en terre, il faut savoir qu'on ne peut pas s'amuser à mettre n'importe quoi dedans parce que la terre s'imprègne énormément. Il y a des petits ustensiles en Chine qu'on trouve assez facilement. Ce sont des petits bonhommes, quand vous les trempez dans l'eau froide, puis après vous leur versez de l'eau chaude dessus, et en général ils projettent un jet d'eau. Et plus l'eau est chaude et plus le jet va loin. C'est des petits bonhommes qui font pipi. Et du coup, ça illustre vraiment que la terre s'imprègne et absorbe énormément. Du coup, il ne faut pas s'amuser dans une théière en terre à mettre n'importe quelle thé les uns derrière les autres. Usuellement, une théière est destinée à un type de thé. Alors bon, moi je ne suis pas non plus un fanatique complètement barjo. J'utilise mes théières pour des thés japonais essentiellement, mes théières chinoises pour des thés chinois, etc. Mais je croise jamais un thé vert avec un thé noir typiquement ou un oolong avec autre chose. Parce que sinon on aurait des saveurs qui vont se mélanger par la suite et ça va être catastrophique. Par contre on peut rincer.
On va passer au dernier. Ouais, c'est pas dommage, c'est la Rolls Royce. J'ai du mal à savoir quel but ça aura. Et ça, si tu préfères, moi, la Lada. C'est pas la Lada. c'est vrai qu'elle a passé beaucoup de temps dans le vent, elle aussi. Et si vous voulez vider, Ouais. je peux aussi passer. Pour voir si vous Je suis plus doué pour en mettre partout avec des C'est le Versa. Ouais, il a mal. C'est pas top. Il n'a pas été fait par un bottier japonais spécialiste de son art. Et là, en fait, il manque la sorte de thé de la boîte pour l'harmonie. Pour le feng shui des thés, il faudrait la boîte. Le feng shui, c'est du thé. Ouais, c'est l'harmonie. La petite photo finale. Exactement. Oui, bon, on fait tout le temps ça. Vous savez combien je suis fanatique de photos. Bah oui, c'est pour ça. Moi, je trouve que la fin est vraiment jolie parce qu'il comme il y a toutes les sortes, comme ça on peut revoir les couleurs et on peut vraiment voir que le dernier est bien plus vert que les deux premiers et tout ça. Celui-là, il est très adopté. Alors, c'est pourquoi en fait ces différences de couleurs c'est le type de récolte et le type de tri. Donc on va avoir différentes récoltes. Mais entre les... Ah, ça parce qu'en fait on a un travail particulier, justement c'est ce que je vais aborder là. On parle de thé ombragé souvent, ce qui va donner une texture, une couleur plus ou moins foncée justement. Et la plupart des senchas sont partiellement ombragés en réalité. Donc vraiment marquer une délimitation bien nette en disant ça c'est ombragé, ça l'est pas, c'est un peu délicat. On a des thés qui vont être franchement ombragés. Donc, ce sont des thés qui sont ombragés, donc on va couper la lumière jusqu'à 70% minimum. Et sur les Gyokuro, ce sont des thés auxquels on va couper 90% de la lumière. 10 à 15 jours pour les thés vraiment classés ombragés et 3 semaines pour les Gyokuro. Pareil pour les matchas en fait. Les matchas, ce sont des thés qu'on va ombrager de la même façon que les Gyokuro, donc 90% de lumière en moins, et 3 semaines avant la récolte. Et ça va ressembler à ceci. Ça, ce sont des... ça, c'est une culture où en fait on a un ombrage, c'est-à-dire qu'on a, vous voyez, des piquets qui sont plantés, et puis des toiles qui sont tendues dessus, vraiment pour couper. Alors quand c'est des jolies plantations. Les plus qualitatives ont encore des pailles de riz en fait, qui sont posées dessus pour justement couper la lumière. Sinon, ils passent sur plutôt sur des toiles en synthétique qui sont plus faciles à conserver et à entretenir. En fait. Il y a des intensités d'ombrage ou des... Oui, plus ou moins couper la lumière, effectivement, donc plus ou moins dense en fait. En termes de... Et qu'est-ce qu'on coupe concrètement? Les UV. En fait. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les plantes vont changer de type de chlorophylle. Les plantes de sous-bois, par exemple, sont beaucoup plus foncées parce qu'elles prennent les UV profonds. Et les plantes de lumière sont beaucoup plus vert clair, typiquement. Et ça, c'est ce qui va se produire sur le théier. C'est-à-dire que quand on va ombrager, le théier, alors d'une part, va s'étioler parce qu'il va être beaucoup moins lignifié, donc beaucoup moins tannique en goût. Et on va avoir ce côté brillant et vert foncé qui va apparaître. Et ça, c'est le changement de chlorophylle qui va se produire. Le résultat, c'est qu'en fait, on va cultiver cette saveur umami qui est très très chère au cœur des Japonais, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup en Europe, mais c'est une saveur particulière qu'on aime bien en fait. On la retrouve classiquement dans les sauces soja, dans les pâtes de crevettes et dans pas mal de mets asiatiques. On peut en retrouver dans les fromages, typiquement. Ça dépend des fromages. Et après, en fait, en termes de description, c'est une saveur qui va prendre tout en rondeur et napper vraiment tout le palais et la langue. Et ça va être cumulatif. Plus on va avoir de umami et plus on va le ressentir intensément. Et ça va continuer à chaque fois. Donc à chaque infusion, il y a plus de umami qui se libère et plus qui va se cumuler dans la bouche. Et au point que ça peut devenir assez désagréable à un moment donné. C'est une saveur qui peut, pour certains, rappeler un côté légèrement piquant, mais comme quelque chose de trop sucré. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, là, je vous propose justement de découvrir du Gyokuro.
Donc comment c'est venu en fait au goût des Japonais? Eh bien en fait il se trouve que dans la région de Uji, il y a des gelées tardives et pour protéger les théiers des gelées tardives, ils les couvraient. Et ils se sont très vite aperçus qu'en fait ça avait un effet particulier sur le thé et qui est plutôt sympa, justement, qui leur propose une saveur qu'ils aiment beaucoup. Et du coup ça s'est très vite répandu. Et la région de Uji en fait, qui est à côté de Kyoto, est assez réputée pour ça. Hein. Donc ça c'est la Rolls. Voilà. Là, on est sur du luxe. On aime le luxe. Et du thé ombragé. Il s'appelle comment celui-là? Gyokuro. G-Y-O-K-U-R-O. Gyokuro. Donc là, C'est une cuillère en bois. alors non, c'est une cuillère en feuille. En feuille. Ah. Très chic. Celle-là, je l'ai achetée à comptoir du Japon, parce que je l'aime bien. Donc c'est la feuille tannée. Après, il y a tout un tas de cuillères différentes. Dans l'autre boîte que j'ai, c'est une cuillère en bois, par exemple. Donc ces boîtes-là sont faites à partir d'écorces de cerisier sakura et elles sont laquées. Donc elles sont très esthétiques, assez chères parce qu'il y a plus de 2 artisans au Japon qui les fabriquent. Et en fait, elles sont généralement utilisées plutôt pour la conservation des thés. À savoir qu'un gyokuro, même si on ne sait pas forcément, parce qu'on a cette idée que les thés verts, il faut absolument les consommer vite, ce sont des thés qu'on va pouvoir faire vieillir justement. Ah. Oui, Est-ce que ça change légèrement de saveur au fur et à mesure du vieillissement? absolument. Comment on va? Ils vont légèrement s'oxyder au fur et à mesure du temps, et après ils vont en fait C'est-à-dire qu'il y a des années, comme pour les vins, c'est-à-dire un gyokuro de 2012. C'est ça. sera Alors ce sont des meilleur pratiques un peu maintenant, bizarres pour 10 les ans Japonais après. parce qu'en fait ils savent que ça bonifie le thé, en particulier ça augmente la saveur umami, ça augmente cette sensation dense et par contre le résultat c'est que évidemment on a le plaisir et ou la désagréable surprise d'avoir du umami très intense, ça dépend des gens. Et en fait les Japonais, comme beaucoup de gens, ont cette idée que vieillir un thé vert c'est pas bien, en fait ça le bousille, il va sécher, s'oxyder, etc. Les matchas se font vieillir aussi dans des conditions similaires, sauf que les boîtes à matcha sont horriblement chères. Ce sont des petites boîtes comme ça en cerisier laqué qui coûtent plus d'une centaine d'euros en général. Et plus elles sont évidemment travaillées, et plus les prix montent. Donc on arrive à des prix genre 3 à 500 euros la petite boîte. J'ai essayé d'en avoir une. Mais donc là, première infusion courte, contrairement à tout à l'heure. Alors, parce que justement l'infusion, enfin le temps de versage a pris quand même plusieurs secondes, donc c'est assez important. Voilà. Et comme c'est du très bon thé, c'est du thé qui se boit plutôt en première infusion, en deuxième, où il va regarder Plusieurs infusions, mais il va garder quand même une qualité, l'amertume de la première. Alors ça dépend, il y a des gyokuro qui peuvent devenir rapidement amers. Alors je vais vous frustrer un peu, c'est que en fait, apparemment la saveur umami, il y a 20% des personnes qui sont très sensibles à l'umami. Dommage. Ça sent un peu la... Alors oui, toujours, absolument. Les thés japonais sont quand même très marqués par ce genre de saveur. Certains plus que d'autres. Celui-ci je l'aime bien parce qu'il est assez équilibré et il a un umami qui est présent mais pas trop puissant. Après c'est pareil, il y a des années pour les gyokuro. L'année 2021 pour les gyokuro était une année minable. Ils sont pas mauvais mais ils sont pas à la hauteur de ce qu'on a pu avoir les années précédentes. Et au contraire, bizarrement, les kabusencha sont du kabusencha orangé, mais pas au stand de gyokuro, et bien sont très très réussis. Et 2021, ça a été une année où les kabusencha étaient vraiment excellents. C'est vrai que celui-là est très bon. Mamie, elle a violé, c'était les verts, les légumes, on parlait tout à l'heure. Une variété de goût.
Vous sentez l'umami ou pas? Pas encore trop sur la première infusion. En fait, elle va se développer plus sur les suivantes. Oui, mes enfants m'appellent Monsieur Château. Ouais, c'est le plus foncé. Vous voyez, le temps que je remplisse la théière, il se passe déjà plusieurs secondes. Et après, le temps que je verse, il se passe également plusieurs secondes. Alors, vous voyez par contre la mousse qui se dépose au-dessus, ça veut dire qu'en fait, le thé a libéré énormément de sucre. Alors, pas sucre, glucose, hein, mais tout un tas de sucre et de protéines, etc. Ce qui en fait un breuvage extrêmement dense, en fait, en termes moléculaires. Et c'est vrai cet effet de refroidissement pendant le versage? Alors le versage en fait a l'intérêt d'aérer pas mal le thé, donc ça le refroidit un peu certes, mais personnellement je le prends plus pour ça. Okay. C'est-à-dire qu'au niveau aromatique, les arômes sont des molécules qui sont hydrophobes, donc qui ne viennent pas rester dans l'eau, bien au contraire, et du coup plus on va avoir d'air dans l'eau, et plus vite ils vont se développer. C'est pour ça que vous me voyez faire des blessures, c'est dégoûtant depuis le début. Parce qu'en fait, c'est comme le vin, on va grumer. On va grumer, on va... Alors quand on fait une vraie dégustation de thé, c'est pas forcément très esthétique, hein. On va se rincer la bouche, le faire passer sur toutes les zones de la bouche avant de manger. Et du coup, on a une identification technique de la saveur et de la texture vraiment pointue. Et après, on va grumer, donc aspirer avec de l'air pour faire développer en fait tous les arômes et les propulser au bulbe olfactif qui est quand même très haut, donc au niveau derrière les yeux en fait, quand même très élevé. Voilà. Donc l'idée c'est d'aller densifier le volume aromatique, enfin le volume des arômes au niveau du bulbe olfactif pour que ça se développe au maximum. Ah oui, d'accord, on n'a pas du tout une idée plus nette de l'umami. Ouais, le umami commence à se développer, effectivement. Donc on a un peu d'amertume, ça c'est toujours un peu le cas. Mais en plus c'est lié au fait que c'est quand même au volume, donc ça se développe un peu. Mais l'umami continue à se développer. Et en grumant, effectivement. Ça donne aussi cet aspect un peu gras. Et comment ça fait de faire? C'est pas ça, c'est que derrière j'ai un reportage dehors pendant 5 heures. Wow. Donc tu vois que... Parce qu'il y a le carnaval à Chenauve derrière. Donc je fais attention, tu vois ce que je veux dire? Thé, carnaval, 5 heures, dehors. Je vais apprécier. Non mais je crois que là je vais... Ah non mais ça va aller, le thé c'est bon pour la santé. Ça fait le couper dans le truc, mais si tu veux, tu comprends qu'au bout d'un moment le thé j'adore, mais là je t'avoue que je fais quand même attention, parce que ça va être compliqué. Surtout qu'en plus je suis la seule à filmer cet après-midi, donc... Ah, je t'ai prévenu, on boit du thé. Oui, non mais j'ai pris le truc en tout état de cause, mais là je t'avoue que là c'est... Voilà, c'était ma dernière tasse, hein, je te remercie. Pas de problème. Je laisse pour tout le monde autour. C'est génial. Merci. Merci de ce sacrifice, ce noble sacrifice. C'est pas tellement un sacrifice, c'est surtout que je vais morfler cet après-midi, j'avoue. Voilà, on va s'arrêter avec la troisième infusion. Je vous laisse sentir en fait ce qu'il en reste. Alors, on va très bien. De toute façon, avant de partir, on ira aux toilettes. Ouais, mais je te dis pas, avec le froid dehors, toi, cet après-midi, je vais apprécier l'humour. Oui. Alors je vous rassure, ce côté umami, quand on n'a jamais réussi à vraiment identifier la première fois, c'est pas évident en fait à définir à quoi ça ressemble en fait en termes de goût. C'est pas forcément que vous le sentez pas, bien sûr. Non, c'est que c'est pas encore les papiers gustatifs, les directement. Ouais. Ça pas de bibliothèque mentale. C'est-à-dire qu'on a une variété de saveurs qui se
télescopent les unes aux autres et du coup on n'est pas forcément en mesure d'identifier vraiment ce que ça veut dire. Attention, c'est chaud. Là, j'avais un peu l'amertume orientée de sucre à la fin, mais je sais pas. Non, mais il y a un peu un entre-deux. Parce que comme tu as acide amer, sucré salé, C'est la 5e fête. c'est un peu la 5e. C'est pour ça que se dire un peu décortiqué de sens. Parce qu'il ne rentre pas dans les 4. Puis comme on ne connaît pas, on n'est pas trop éduqué. C'est une tuerie cette Mais il est bien, c'est pour ça que c'est effectivement, on ne peut pas appréhender comme ça en moins 6e. Nos papiers sont. Oui. C'est pour ça qu'au niveau de la dégustation, pour des thés aussi variés, j'essaye de combiner tant l'aspect technique pour pouvoir expliquer un petit peu comment ils sont structurés par rapport à l'aspect culturel, parce qu'évidemment, commencer d'emblée sur des sencha et des thés ombragés pour après revenir sur des cookies chats, on n'a plus aucun goût en fait. On n'a pas les complètement saturés. Celui-là, à côté, c'est très doux. Là, on goûte un cookie chat, on a l'impression que c'est de l'eau, je vous rassure. Non seulement parce que justement on a toutes ces saveurs qui sont complètement saturantes dans la bouche, mais en plus de ça, la légère amertume qu'on a toujours en fin de bouche qui va nous casser en fait tout le goût qu'on peut avoir à côté. Et qu'est-ce que vous prenez comme eau pour... Alors j'ai de l'eau filtrée ici. Sinon, il vaut mieux utiliser des eaux en bouteille. Minéralisées certes, mais pas trop. Filtré au charbon. Neutre en fait. Minimum filtre au charbon, oui, parce que sinon en fait on a quelque chose d'assez abrupt qui va cramer. L'eau dijonnaise est merveilleuse dans le sens où elle désinfecte bien en fait. Elle est très riche en chlore et par contre elle est aussi très riche en calcaire, ce qui est absolument pas favorable au goût du thé. On a quelque chose qui devient très tassé au niveau des arômes parce qu'on va cramer tout ce qui est sensible. Et puis derrière, on a quelque chose d'assez abrupt de dur en fait, qui tombe et qui casse en fait le plaisir de la dégustation. Ouais, mais quoi faire si on n'a pas de... l'eau en bouteille. Ah mais c'est en plastique. Des petits charbons, des petits bouts de charbon. Le minimum que je conseille, c'est ça, c'est les filtres à charbon ou dans les céramiques pour essayer de capturer une partie. Un petit genre de l'évier en dessous. C'est ça. Alors ici j'ai des grosses cartouches, c'est des grosses cartouches filtrantes qui sont à la fois des changeuses et des changeuses de paille à charbon. Du coup on a une élimination tant des ions que des particules non. Ça fait tout. C'est des britas, mais c'est des grosses britas, ça coûte assez cher. Il y a des systèmes d'installation des fois avant l'arrivée d'eau de robinet, mais sinon directement dans la carafe on peut mettre des bâtons. Minima, c'est ce que je conseille, ça marche pas trop mal en fait. Il y a de plus en plus de bouteilles d'eau en verre qui reviennent. Oui, on va pas partir, mais... Pour moi j'ai terminé, en fait, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. On a vu un Kokicha, un Genmaicha, Ojicha, Sencha et Gyokuro. J'ai essayé de vous montrer un petit peu la diversité des types de thé. Alors on n'a pas tout vu parce qu'il y a quand même quelques autres qui sont un petit peu en marge, on va dire, et qui ne sont pas forcément les plus courants. Mais du coup, j'espère que vous avez pu en fait découvrir différentes saveurs et différents types de thé qui sont travaillés vraiment avec des spécificités. Et j'espère que ça vous aura plu. C'était super. Merci pour cette dégustation. Voilà. Maintenant, j'espère que vous saurez un peu plus vous guider sur votre goût et vos affections particulières. Merci à vous. Merci. Et puis, on va terminer pour aujourd'hui. Vous faites d'autres stages où il y a encore de la place? Alors j'ai deux dates qui sont notées maintenant. Un pour les matchas, mais pour le coup je fais 4 personnes. Et un autre qui sera sur un événement un peu particulier dans l'histoire, c'est Robert Fortune. Donc l'histoire d'un monsieur qui allait voler des plantes de thé en Chine pour aller les planter justement dans les jardins indiens, Sri Lanka et Afrique du Sud.
pareil, celui qui s'était déguisé. Les gens savent parler. Oui, on n'aurait pas la dernière fois. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci. Merci beaucoup.